Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette émission de Culturellement Vôtre sur Colibri. Vous nous regardez en direct sur Colibri ou vous êtes peut-être en train de nous écouter en podcast parce qu'on est aussi disponible en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. En fait, toutes vos applis de podcast préférées. Et enfin, on est aussi disponible en replay. Mais bon, on va peut-être, avant de parler du replay, commencer à faire le direct. Parce que Colibri, c'est quand même ça, c'est du direct. Et je suis pas tout seul pour le faire. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde, c'est une disposition un peu particulière. Déjà, on va dire bonjour à Emma, qui est la plus ancienne de l'émission. Bonjour Emma. Bonsoir à tout le monde. Et puis, du coup, bienvenue aux nouveaux chroniqueurs. Et ouais, trop pressée de faire l'émission. Je vous ai préparé une chronique dont je suis trop pressée de vous parler. On a hâte de voir ta chronique et de l'entendre surtout. Tu n'es pas toute seule, il y a Maxime, qui est le nouvel habitué de cette émission. Salut Maxime, ça va ? Et coucou, bah ouais, ça va super, super content d'être là. Ça fait toujours plaisir de t'avoir, tu le sais, et tu viens aussi avec une chronique, enfin c'est un petit peu particulier parce que du coup il y a un jeune chroniqueur dans cette émission, un chroniqueur en stage on pourrait dire, c'est Adrien. Bonjour Adrien, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et toi ? Ah bah moi ça va bien, ça fait plaisir de t'avoir ici sur cette émission. Et pour compléter toute cette équipe, il y a une personne qui était là sur pratiquement de nombreuses émissions sur cette saison et qui, pour la première fois, va aussi pouvoir parler et pouvoir peut-être être vue. On te montre ? On tes voiles. Et bim ! Bonjour. Amélie qui arrive. Bonjour Amélie, qui est la petite voix technique de cette émission. Et voilà, je m'occupais tout le temps, je m'occupe encore de la diffusion du direct avec les petits zooms sur les personnes. Et en même temps, je vais pouvoir vous parler. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bonjour à tout le monde dans le chat aussi. Bienvenue sur ce live qui commence avec 11 minutes de retard. Mais bon, vaut mieux commencer avec 11 minutes de retard que pas commencer du tout, quelque part. Oui, on a eu assez de galères de connexion, donc 11 minutes, c'est assez miraculeux, hein, on va pas se mentir. Et tiens, je montre aussi, on a le petit, ça, je sais même plus où est ma caméra, on a le petit mug Colibri de mon côté, un très, très joli petit mug qu'on avait sur l'émission de lancement, qu'on vous a dévoilé lundi dernier, sur Twitch. Mais là, on est sur Twitch, exactement, parce qu'on est revenu sur Twitch, figurez-vous. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Qu'est-ce que le Baby Star, me direz-vous ? Le Baby Star, c'est la petite rubrique de l'émission pour se mettre en bouche, une petite mise en bouche, un petit canapé. Il y a une personne qui est née aujourd'hui, il y a quelques années, et qui est connue dans le monde de la culture. Il va falloir trouver quelle est cette personne à l'aide de petites questions. Je répondrai que par oui ou par non. Vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat, évidemment. Cette personne est née, du coup, le 12 janvier 1876. Quelle est-elle ? 1876. 1876, oui. Une personne historique ? Qu'est-ce que tu entends par une personne historique ? Une personne célèbre, un écrivain, un peintre. Une personne célèbre, un écrivain, un peintre, ça fait beaucoup de... Un homme, oui, Johan, français, non. Et c'est... Qu'est-ce que tu entends par 1876 ? Une année. C'est, par contre, tu as raison, c'est un écrivain. Un écrivain français, un homme. Un écrivain. Français, du coup ? Français alors ? Non, pas français, je dis n'importe quoi. Un écrivain pas français. Anglais ? Non, pas anglais. Américain. American, yeah. Ok, il y a 3 nationalités dans le monde. Orwell, Wells. Mais Orwell, il est pas du tout américain, qu'est-ce que tu racontes ? Non, pardon, j'ai confondu avec Huxley, qui lui est américain. Et bien c'est donc pas lui. Un homme américain qui est écrivain, oui. Non, c'est pas Taureau. Aldous Huxley ? Non. Est-ce que il a écrit un titre qu'on connaît tous là ? Je pense, alors je sais pas, si je pense que tout le monde doit connaître au moins un titre qu'il a écrit, sans forcément savoir peut-être quel est l'auteur, mais en tout cas le livre, l'histoire, elle, a continué de perdurer. Sous divers formats. Est-ce que c'est Kipling ? Kipling, non. Romancier, oui. Ah, Borrow. De quoi ? Borrow ? Non. L'auteur de Tarzan ? Edgar Rice Burroughs ? Non, c'est un écrivain qui a été adapté en. Non, mais film. est-ce qu'il écrit de la SF ou de l'anticipation ? C'est pas de la SF ou de l'anticipation, non. On est plus sur de l'aventure.
De l'aventure. Ah, Robinson. Ouais. Non. Non. Ah, Donc comme je disais, hein, ces œuvres ont encore ah oui, aujourd'hui... Jack London, ouais, carrément. Et oui, Johan, Jack London, tout à fait. Ah, Jack Bravo. London, du coup, qui est né... Ah non, bravo, Joël. qui est né un 12 janvier en 1876. Il devait être à peu près 17h02 quand il est né. Carrément, j'y Yann. étais. Je suis très renseigné on sur constate les... que visiblement les écrivains américains de la fin du 19e siècle, c'était pas au programme de 3e parce qu'Adrien n'a pas beaucoup réagi. Oui, non. Mais en Et tout il cas, tu pleut. connais, enfin, tu connais peut-être au moins deux noms, L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, qui sont quand même parmi les œuvres Oui, les j'ai plus lu connues. Froment. Bah voilà, Ah. bah, les œuvres les plus connues qu'il a écrit. Et il pleuvait Et d'ailleurs, oui, il y a Johan. eu deux adaptations. Il y a eu au moins deux adaptations de Cro-Blanc au cinéma. Une qu'on a peut-être tous vue, qui date des années 90, si je dis pas de bêtises, et une qui a été faite plus récemment, euh, avec, si je dis pas de bêtises, William Defoe dedans. Il Mais est c'est en peut-être- animation. Non, mais c'est peut-être. Non, c'est pas Cro-Blanc. Non, C'est c'est pas pas Cro-Blanc, mais Cro-Blanc, c'est je une autre crois. histoire de chien. Bah, l'appel de la. Du coup. C'est possible que ce Non, soit L'Appel de la l'Appel forêt. de la forêt, c'était avec Harrison Ford, je crois, c'est ça? Et Omar Sy. Ah oui, Ah, moi, là, Oui, tu m'as oui. perdu en. il y a en cinéma, 2-3 ans. non, Il y a 2-3 ans, ils l'ont sorti, c'est vrai. Ouais. Mais il y en a un, je te dis, avec William Defoe, qui est une adaptation d'un bouquin de London, je crois. Avec des chiens aussi, dans la neige. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Alors, salut, moi c'est Adrien, j'ai 14 ans, je suis en 3e et je suis actuellement en stage chez les Crânes Verts. D'ailleurs, je me demande si je suis pas un peu exploité parce que je suis carrément en train de dépasser les horaires prévus par ma convention de stage. Mais bon. On m'a invité dans cette émission pour raconter mon expérience de tournage avec les Crânes Verts. Alors, les Crânes Verts, c'est quoi? C'est une association de production audiovisuelle avec laquelle j'ai déjà fait quelques tournages. J'ai commencé à l'âge de 7 ans en tant que comédien et là je suis passé du côté de la technique pendant mon stage avec un week-end faire un film en 48 heures. Alors qu'est-ce que j'ai observé pendant ces 48 heures? D'abord une consommation de café assez importante. Mais pour revenir au sujet, on peut découper ce projet en 3 étapes. En premier, l'écriture du scénario. Ils ont commencé par tirer au sort des contraintes. Il y avait une contrainte de genre, un personnage, nom et profession, un objet et une réplique qu'il fallait placer dans l'histoire. L'équipe s'est séparée en 2 groupes, la technique d'un côté et les comédiens de l'autre. Au bout d'une heure de réflexion, les idées ont été mises en commun et un pitch est retenu. C'était un court-métrage fiction, comique et horrifique de 4 séquences avec 5 comédiens. Une fois cette mise en commun terminée, 3 personnes se sont réunies pour écrire le scénario. Avant le tournage, une préparation est nécessaire. L'équipe s'est répartie le travail. 2 personnes se sont occupées de l'installation de la caméra et de la lumière. 2 personnes ont imaginé par rapport au scénario les costumes des personnages. Une personne a préparé le matériel nécessaire aux prises de son. 2 personnes se sont occupées du décor. Et d'autres ont préparé une bonne sous-soupe pour les autres. Alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils sont nombreux dans cette équipe? Mais en fait, non. On n'était que 8. On avait tous plusieurs casquettes. Deuxième étape, le tournage. Pour les besoins du film qui devait être un road movie, nous avons pu par chance utiliser comme décor le camion d'un des membres de l'équipe. 3 séquences sur les 4 se passaient à l'intérieur du camion, qui était censé rouler dans l'histoire. La première séquence du film se déroulait en extérieur, au bord d'une route de campagne paumée, où 2 personnes étaient prises en stop. Pour les séquences à l'intérieur du camion, on se servait d'un projecteur qui faisait un effet lune sur le pare-brise. Ah oui, je dois préciser que l'histoire se passe de nuit. Pratique puisque le camion a été placé dans un garage son. En plus du projecteur, il y avait 2 barres LED. Un pour faire les phares du camion, un autre, en rouge, pour simuler l'éclairage du tableau de bord. Une petite lumière était placée au milieu de l'habitacle pour donner l'effet de la lumière qui se trouvait au niveau du rétroviseur central. D'ailleurs, c'est bien pratique pour éclairer les comédiens, mais dans la vraie vie, personne ne roule avec cette lumière allumée. Bravo les gars pour la crédibilité. En fait, j'ai compris qu'au cinéma, tout est truqué. Comme par exemple le camion qui roulait, mais qui était secoué par un membre de l'équipe pendant les prises. J'ai parlé de l'image, mais il faut aussi parler du son. Pour les plans à l'intérieur du camion, le cockpit était truffé de micros. Un de chaque côté du tableau de bord, un d'appoint au milieu et un micro-cravate par comédien.
Pour être au plus proche du plateau, le chef opérateur son était planqué dans le coffre du camion. Et comme ce monsieur était un peu exigeant et frileux, lui a même installé un petit radiateur électrique. Il était tellement bien au chaud qu'on s'est demandé s'il ne s'était pas endormi à un moment, parce qu'il ne répondait plus. Sur le plateau, il y avait aussi un premier assistant réal et régisseur. En gros, il essayait désespérément de maintenir le calme sur le plateau. Pas facile. Et prenait soin de l'équipe en apportant à manger, à boire et des couvertures. Un autre membre notait les numéros de fichiers images et sons, chronométrait les prises, ajoutait des commentaires et empêchait les faux raccords. Bon là, tout se passait dans la même journée, donc niveau raccord, c'était cool. Tout ça, c'est le boulot du script. Troisième étape, le montage. Il y avait des assistants au montage, pour le son et pour l'image. Leur boulot consiste à vider les cartes SD et à faciliter le travail du monteur. Ensuite, le monteur fait le dérush, c'est une sélection des meilleures prises et des meilleurs moments dans les prises. Pour ça, il est aidé par le réalisateur. Le montage se fait séquence par séquence sur des timelines différentes. Puis elles sont rassemblées pour l'étape finale. On choisit les transitions, genre fendu ou cut, et on se pose la question des effets spéciaux qu'il faudra rajouter. Par exemple, pour ce film, il y avait un nom et un logo de boucherie à rajouter sur un plan du camion. Le truc le plus dingue, c'est une impression d'arbre qui défile sur le pare-brise. Entre ça et les secus du camion, on croyait vraiment qu'il roule. Pour moi, ce tournage était une première de l'autre côté de la caméra. En plus d'observer toute l'équipe, j'ai aidé en faisant la régie, du script et pour le choix des costumes. Quand j'étais au plateau, j'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais quand l'équipe en avait besoin. J'ai apprécié observer des pros, entre guillemets, dans un projet de 48 heures, dans toutes ces étapes. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'étape de réflexion autour du scénario. J'ai aussi découvert le montage, qui m'intéresse beaucoup. Avec des potes, on fait des films amateurs. Après avoir vu 2 facettes du cinéma, je préfère largement être acteur ou réalisateur plutôt que technicien. J'adore apprendre un texte, le jouer et être un personnage. Ou alors imaginer une histoire et des personnages. Sur un tournage en tant que comédien, j'avais tout le temps quelque chose à faire. Quelqu'un avec qui parler, je n'ai jamais eu l'impression d'attendre. Ah, mais c'est normal, Et voilà. c'est ça aussi ce qui se passe en tournage, c'est beaucoup d'attentes. En tout cas, c'est une belle chronique et un beau petit moment qu'on a retrouvé, en tout cas pour ma part, et qu'on a découvert pour les autres à travers toi. Donc, merci pour cette chronique. Et ben, de rien. Alors, ça t'a donné envie d'aller sur des plateaux de tournage, Emma ? Bah carrément, mais c'est ce que je disais à Joanne dans le chat. Ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, la coïncidence est incroyable, mais du coup, moi, mes élèves de 3e ont fait leur stage la semaine d'avant les vacances. Et aujourd'hui, ils faisaient les oraux de stage. Donc, ils expliquaient exactement comme vient de le faire Adrien. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a rappelé ma matinée. Mais je dois dire que tu as quand même présenté de manière très qualitative ton oral. Tu aurais une très bonne note avec moi parce que tu as fait bien mieux que beaucoup de mes élèves. Emma est prof, on le rappelle. Merci beaucoup. Donc Adrien élève et ma prof, tu vois là, c'était un oral blanc surprise en direct devant des millions de spectateurs. On était ni l'un ni l'autre au courant. D'habitude, normalement, il y a au moins un des 2 acteurs qui est au courant. Et là, moi, je savais pas. Nah, c'était pour une caméra cachée en fait. Regarde derrière toi, on a une là. Ah oui, je passe dans le. En tout cas, on te dit bravo aussi Et dans ouais. le chat. Non, mais c'était de très bonne qualité. Et c'est vrai que cette expérience de faire un film en 48 heures, vous m'en avez déjà parlé. J'en ai beaucoup entendu parler. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien voir de l'intérieur quand même comment vous faites quand vous tournez. Et ben, c'est super. Bah, ça donne envie en tout cas, quand on en parle. Alors combien il aurait eu avec tes critères de notation à l'oral? Bah non, mais franchement, une vraiment bonne note, blague à part, parce que les critères, c'est la clarté dans la présentation de l'entreprise et la présentation des métiers que tu as visités. Et après, tu dois dire ce que toi, tu as fait et est-ce que ça t'a conforté ou pas dans ton envie d'orientation. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Donc, tout était là. Je veux dire, il y a un moment, quand toutes les cases sont remplies, on peut pas... J'aurais peut-être enlevé un point par principe, quoi, mais non. Ah ouais, le fameux point donc, par principe. Les profs enlèvent donc des points par principe. En réalité, j'avoue que je suis un peu de cette école, mais non, j'abuse vraiment quand il y a des élèves excellents. Le 20 sur 20, je recule pas du tout devant. On n'est pas là pour parler d'éducation et des problèmes. C'est ça, encore. En plus, en ce moment, c'est vraiment au cœur de toutes les infos, là, Oui, l'éducation. c'est clair. On est là pour se détendre, on est là pour passer un bon moment et on est là pour vous recommander des choses dans la reco tout de suite. Culturellement vôtre,
la recommandation de l'équipe. Et la reco, c'est très simple, hein, on a chacun des petites choses à vous recommander, et si vous en avez, on serait ravis de les découvrir aussi pour pouvoir partager, parce que la culture c'est beau, mais quand c'est partagé c'est encore mieux. Si ça vous intéresse, et si vous êtes curieux, même pas forcément si vous voulez bosser dans le cinéma, si vous êtes curieux, je vous conseille un site qui s'appelle Upopi, U-P-O-P-I, qui est un site qui recense plein d'informations sur différents aspects du cinéma, avec des infographies et des frises chronologiques, avec plein d'infos. C'est là où je me suis librement inspiré pour ma chronique sur les bandes annonces, par exemple. Il y a toute l'histoire des bandes annonces, il y a l'analyse des affiches de films, l'histoire de la musique au cinéma, l'histoire de la traduction aussi. Toute l'histoire de la traduction, comment on a traduit les films du début à aujourd'hui, et du coup c'est vraiment intéressant de voir un peu toutes ces infographies et toutes ces frises chronologiques qui nous permettent de nous rendre compte un peu de l'histoire avec un grand H à travers le cinéma et à travers aussi les évolutions technologiques du cinéma. Upopi. Le lien est dans le chat grâce à la rapidité de Maxime. Et non pas Ucocotte, parce que ça c'est un autre site. Pour faire à manger tout en cocotte. Oui, voilà. C'est ça. Les œufs dans tous vos états. Voilà. Voilà, c'est ça. Emma, toi tu nous recommandes quoi? Où tu vas? J'y vais. Ouais. Alors, moi je vous recommande des mangas, parce que du coup j'en avais déjà parlé dans cette émission. Maintenant que j'ai le concours et plus de temps pour moi, je m'instruis dans des pans de la littérature que je ne connais pas du tout. Et donc je me suis mise à lire des mangas, et notamment parce que mon chéri, encore une fois, m'a emmenée dans une librairie. J'ai acheté un manga parce que je trouvais que la couverture était belle. Voilà, hein, j'en suis là de mes états de choix de manga. Et il se trouve qu'il est super bien, donc je vous le montre. Donc ça s'appelle Blue Period. J'espère que vous voyez bien que ça fait la mise au point. Donc j'ai lu le premier tome qui est hyper cool. Pour faire très simple, c'est un jeune garçon qui s'en sort très bien à l'école, mais qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, et qui un jour, un peu par hasard, se retrouve dans le club dessin de son lycée, et puis se dit mais en fait j'adore dessiner, et qui va se mettre en tête de rentrer dans la meilleure école d'art de Tokyo. Et donc là j'ai acheté la suite tout à l'heure, j'ai craqué, j'ai acheté les 4 tomes suivants, voilà, pour tout vous dire. Et pourquoi je vous conseille Blue Period? Parce que l'animé est sur Netflix en ce moment. Et je sais que notamment les gens qui préfèrent les animés, et surtout un animé sur l'art et la peinture, ça peut être cool d'avoir les images en couleur, parce que c'est vrai que du coup le manga il est en noir et blanc, et des fois c'est un peu frustrant quand il y a toutes les scènes où ils découvrent les nuances de couleurs et les coloris, et que nous on a des dessins en noir et blanc. Donc voilà, je pense que quand j'aurai fini la lecture, j'irai voir l'animé pour avoir la version colorisée des dessins, qui en tout cas sont très beaux, et le personnage me semble assez intéressant. Pour l'instant j'ai lu qu'un tome, mais je vous le recommande parce que les mangas sont cool. Donc le mangaka c'est voilà, désolée d'avance, Tsubasa Yamaguchi, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et donc l'animé sur Netflix en ce moment, ça s'appelle juste Blue Period. Comme ça, je suis en train d'écrire dans le chat. Eh bien, ça tombe bien, Emma, parce que je l'ai lu aussi cette semaine, et j'ai craqué quand je suis allée voir les mangas aussi. Et c'est vrai que la couverture m'avait vraiment attirée, et je m'attendais pas du tout à ça. J'avais trop peur que ce soit vraiment un peu un truc à l'eau de rose, comme des fois je suis tombée dessus. Et j'ai bien aimé. Voilà. C'est fou que tu sois tombée dessus cette semaine, par contre, la coïncidence est incroyable. J'ai pris 3 mangas, et c'est vrai que c'est le premier que j'ai réussi à vraiment finir, parce qu'après j'en ai pris un autre où c'est Beast Complex. En gros, ça parle des carnivores et herbivores qui vivent ensemble. Et comme d'habitude, il y a des gens qui enfreignent les règles et qui mangent les personnes, tout ça. Donc c'est assez marrant. Mais j'arrive moins à rentrer dedans que dans Blue Period et tout ça. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai vraiment été prise. Et pour répondre, parce que du coup, il y a Tanae63 qui nous demande la question que tout le monde se pose, où en es-tu dans Death Note? Parce que voilà, le premier manga que j'ai lu, c'était Death Note sur le conseil de Smoka qu'on avait reçu dans la première émission invitée de cette saison. Et je pense que j'ai saoulé tout le monde avec le fait de dire que regardez, je lis des mangas, je suis en train de lire Death Note. Donc voilà, j'ai terminé Death Note pendant les vacances de Noël. J'ai beaucoup aimé cette lecture, et voilà, je le recommande très chaudement. Mais voilà, je me suis dit que j'allais pas faire une recommandation Death Note parce que
tout le monde, je pense, connaissait. Tout le monde l'a lu, en fait. C'est ça, je pense que j'étais la dernière personne sur Terre à encore acheter les mangas Death Note, en fait. Je les ai pas lus, moi. Je connais pas du tout Death Note, tu vois, par exemple. Il reste encore des gens à convaincre. J'ai tous les tomes, ils sont en Auvergne, donc je pourrais te les prêter avec grand plaisir. Et c'est... Surtout qu'ils ont ressorti, une série Death Note où il y a plusieurs tomes compilés en un gros tome, et les couvertures sont très belles. Vraiment, ce sont de très beaux objets. Mais c'est ça, je trouve que, en fait, pour l'instant, les mangas, parce que j'ai la chance d'avoir un élève trop mignon qui adore les mangas, qui m'a prêté plein de tomes 1 de mangas pour que je vois différentes choses. Et je trouve qu'en fait, globalement, les objets sont très beaux. Enfin, il m'a autant prêté du My Hero Academia que du Demon Slayer, et ça raconte pas du tout la même chose. Et en fait, je trouve que les couvertures sont toujours très belles. Donc il y a un côté très collection dans les objets mangas. Donc voilà. Mais du coup, t'es juste avec le top tiers des mangas qui se vendent en ce moment, donc t'es hyper à la page en fait, tu vois. My Hero Academia et Demon Slayer. C'est ça. Ouais, bah du coup, quand j'ai acheté les 4 tomes de Blue Period, j'ai aussi acheté les 4 premiers tomes de My Hero Academia, du coup, pour pouvoir continuer. Mais quand j'ai vu qu'il y avait... T'es mal barré si tu... C'est ça. Si tu commences à tous les acheter, t'es mal barré. Non, mais en fait, je pense que je vais me mettre un nombre de mangas limité par mois, parce que vraiment, je pense que je vais claquer trop d'argent là-dedans, quoi. Je suis tellement contente d'avoir du temps pour lire ce que je veux que... Surtout que tu n'as plus le pass culture, Emma. Tu n'as plus. Mais moi, j'ai jamais bénéficié du pass culture, mais... Non, mais j'ai un salaire maintenant, et je suis pas encore imposable, donc j'en profite. Ça, c'est bien. Vous notez l'adverbe pas encore, hein. Je n'ai aucune... Mais on te le souhaite un jour que tu puisses être imposable. C'est mine de rien signe aussi que tu gagnes ta vie, donc c'est bien. C'est ce qu'il faut. Oui, bah c'est vrai que te dire que t'es pas imposable alors que t'as fait 7 ans d'études, ça serre un peu les dents, mais franchement, j'adore mon métier. Emma, stop sur ce sujet. Tourne la page, hein, Yann. Tourne la page de Blue Period, du coup. Oui, c'est ça. Voilà, de Blue Period. Voilà. On retombe dans le sujet de l'émission. Et toi, tu nous recommandes quoi, du coup, Maxime? D'entre-chat. Eh ben, moi, je vais juste repomper ce que j'avais prévu pour la dernière de 2021. Ah oui. Où en fait, on a tellement rigolé sur le jeu et tout ça qu'on n'a pas pris le temps de se recommander des trucs. Je voulais parler de cinéma, mais finalement, j'ai préféré parler de musique. Et du coup, je ressors mes notes, mais je vais vous recommander le dernier album de Damon Albarn, qui s'appelle, attention, mon accent anglais est absolument pitoyable, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Vas-y, plus. Voilà, ça parle d'un truc en rapport avec de l'eau. Ouais, dès les premières notes de la chanson éponyme, vous serez happé par la mélancolie qui en ressort, comme un hymne à une autre époque, ou à un souvenir d'un monde meilleur, d'un monde qui fut beau. Plein de titres intéressants, Royal Morning Blue, qui est plus énergique, et qui est quand même un très bel exemple de cette espèce de pop un peu planante que Damon Albarn a déjà produit avec Blur ou avec Gorillaz, entre autres. Petite touche de douceur, moi je vous conseille particulièrement la chanson Daft Wader, dans lequel il y a une sorte de ballade amoureuse qui me rappelle un petit peu les Kicks de Village Green, et en même temps avec un côté très planant façon Bowie dans Space Oddity. Voilà, donc pour ceux qui aiment la pop planante et la voix traînante de Damon Albarn et ses prods toujours plus millimétrés, je vous conseille ce super album qui est sorti en 2021 du coup, et c'est son deuxième album solo, après ses aventures avec Blur et Gorillaz, entre autres, parce qu'il a fait tellement de choses ce mec. Il est d'ailleurs chevalier de l'ordre du mérite, enfin de l'ordre du Phénix. Il a été adoubé par la reine ou le prince Charles. Incroyable. Tu donnes Voilà, donc précipitez-vous sur le dernier album de Damon Albarn. Mais pas trop vite parce qu'il faut quand même suivre la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis précipitez-vous mais pas trop vite parce qu'il faut quand même suivre la fin de l'émission. Oh, oui, voilà. J'ai aussi quelque chose à recommander moi aussi. Oui, dis-nous. Eh ben, c'est un manga, donc Emma, écoute, ça peut t'intéresser. Oui. Ça s'appelle The Witch and the Beast. Alors, je sais pas si mon accent non plus est un peu pitoyable. C'est l'histoire d'une sorcière qui a été maudite par une autre sorcière et qui doit retrouver cette sorcière pour essayer d'enlever sa malédiction.
Donc les graphismes sont vraiment magnifiques. Bon, malheureusement, je suis pas chez moi, donc j'ai pas le tome, je peux pas vous le montrer. Et j'ai lu ce manga, il me semble qu'il y a 4 tomes de sortie actuellement. Et j'ai vraiment adoré, donc je le conseille, il est super. Je suis en train de vous chercher un lien pour vous envoyer dans le chat. Mais merci beaucoup du conseil, je le note. De toute façon, j'ai noté un milliard de mangas à lire. Parce qu'en fait, la librairie Momi de Clermont-Ferrand, celle qui est avenue des États-Unis, je sais pas si les Clermontois voient, Bien sûr. ils ont fait un truc que je trouve génial. C'est qu'ils ont fait 3 petits fascicules, et ce sont les 100 BD à lire avant la fin du monde, les 100 mangas à lire avant la fin du monde et les 100 œuvres jeunesse à lire avant la fin du monde. C'est totalement gratuit, c'est sur le comptoir quand vous rentrez. Moi, je suis tombée dessus par hasard et du coup, j'ai ramassé les 3 en bonne prof que je suis. Ouais, c'est ça, c'est les 3. Et j'ai un milliard de trucs que j'ai envie de lire, du coup, j'ai voulu faire une sélection, et en fait, ma sélection fait déjà 4 pages Word, donc ce n'est pas du tout une sélection en fait. Voilà, ouais. C'est vachement intéressant de faire des rétrospectives comme ça de livres à lire, parce que justement ça amène sur des horizons qu'on connaît pas forcément, qu'on a oublié aussi, parce que quand il y a des livres qui sont sortis depuis un certain moment, des fois on oublie de les relire si on les a pas lus au bon moment. Et du coup c'est vraiment c'est toujours intéressant de voir ce genre de liste. Quand c'est tout un pan de la littérature, comme par exemple la BD ou le manga, si tu connais pas, si t'as personne autour de moi j'avoue que personne autour de moi, à part peut-être le petit frère de mon chéri, mais enfin voilà, j'ai pas il m'a pas spécialement conseillé de manga. Et quand c'est un domaine que tu connais pas du tout, ça peut être très difficile de rentrer, parce que moi je connaissais One Piece et Naruto, mais je me suis dit j'ai pas envie d'aller me lancer dans un truc où il y a 100 tomes. Et enfin voilà, ça peut être complexe. Donc c'est vraiment bien d'avoir des conseils de gens qui s'y connaissent en fait, tout bêtement. Tout à fait. Suivez les conseils. Des vous qui peuvent vous donner des conseils. Joanne nous parle d'un essai féministe qui secoue bien. Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Ça fait parfaitement lien avec ce dont tu veux nous parler, Emma. Donc je propose qu'on enchaîne tranquillement sur ta chronique et qu'on prenne la référence de Joanne pour pouvoir avoir un livre en plus à rajouter dans notre livre. Culturellement vôtre, la chronique d'Emma. Moi, au moment de choisir un thème pour ma chronique du jour, je me suis demandé de quel sujet j'avais envie, mais genre profondément, viscéralement envie de vous parler. Et vous vous en doutez, depuis le temps que je le rabâche dans cette émission à coups de remarques subtiles et moins subtiles, l'un des thèmes qui me tient le plus à cœur, c'est le féminisme. Mais comme on pourrait consacrer une vie entière à parler féminisme, je me suis dit que j'allais essayer de resserrer un peu plus mon angle d'attaque. Et comme, pour parfaire mon portrait de prof gauchiasse éclairé, je suis écolo en plus d'être féministe, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais parler écoféminisme. Alors, l'écoféminisme, c'est quoi, me direz-vous ? Eh bien, si on s'en tient à la définition Wikipédia, qui reste quand même notre premier repère à nous tous et toutes, les anciens mauvais élèves qui commençaient les exposés la veille au soir, et oui, il est possible que j'ai fait ma chronique il y a 3 heures, l'écoféminisme, c'est, je cite, un courant philosophique éthique et politique né de la conjonction des pensées féministes et écologiques. Donc en bref, Wikipédia nous dit que le mot écoféminisme vient d'écologie et de féminisme contracté. No way! Incroyable, on n'y avait pas pensé. Découverte du siècle, prix Nobel de la paix pour moi, et fin de la chronique. Non. On va quand même faire un petit effort. Et si on part du mot écoféminisme, pour la première fois, le terme en français se retrouve sous la plume de Françoise d'Aubonne dans un ouvrage intitulé « Le féminisme ou la mort », qui est publié en 1974. Dans son livre, Françoise d'Aubonne, elle nourrit un discours que personnellement je trouve très éclairé, puisqu'elle souligne comment le capitalisme et le patriarcat qu'elle entremêle, donc elle parle de capitalisme patriarcal, donc comment ce capitalisme patriarcal peut exercer une domination violente aussi bien sur le corps féminin que sur les ressources de la planète. Et d'après elle, l'écologie ne peut exister de façon durable et viable sans une émancipation de la femme. L'un des points très importants dans son discours, c'est la réappropriation du corps féminin par les femmes. Et je rappelle qu'en 1974,
la question de l'autorisation de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse, donc de l'avortement, fait encore énormément de débat. La loi Veil qui légalise l'avortement, elle ne passera que l'année suivante, en 1975. Et même la contraception féminine, elle n'a été légalisée qu'en 1967, c'est-à-dire même pas 10 ans avant la rédaction de l'ouvrage de Françoise d'Aubonne. Donc on est vraiment dans un moment où la question de la réappropriation du corps de la femme est au centre de beaucoup de débats. Et l'idée qu'on trouve chez Françoise d'Aubonne, c'est que si les femmes se réapproprient leur corps et surtout leur choix du coup d'être mère ou non, cela permettrait un plus grand contrôle de la démographie mondiale. Parce que on serait plus, nous les femmes, détachées de l'astreinte à procréer qui était et qui d'ailleurs demeure encore aujourd'hui très très forte, dans un monde où pourtant on a un problème de surpopulation. Dès 1974, les spécialistes d'écologie, de climat et d'environnement disaient déjà qu'il y avait un problème avec la population mondiale, que la population mondiale augmentait trop vite et l'idée d'arrêter cette politique nataliste à tout prix en encourageant toutes les femmes à procréer et à perpétuer l'espèce était donc vraiment en vigueur. Donc, chez Françoise d'Aubonne, on trouve un fort lien entre la décision féministe de laisser aux femmes leurs droits sur leur corps et l'impact écologique qu'aurait cette décision. Donc, je ne sais pas si je me fais clair, mais voilà, le fait que les femmes puissent utiliser de la contraception et ne pas être obligées d'être mères aurait permis d'avoir de meilleures conséquences écologiques. Donc ça, c'était pour les racines. Mais l'écoféminisme, il n'existe pas qu'en France, et dès le début, il se développe un peu partout à peu près au même moment. On a des mouvements qu'on peut qualifier soit dès le début d'écoféministes, soit rétrospectivement d'écoféministes, qui existent en Angleterre, aux États-Unis et aussi en Inde dès les années 60-70. Et on a toute une flopée d'associations féministes et écologiques qui naissent dans ces pays notamment. Et j'ai retenu une association particulièrement intéressante. Donc elle est créée en 1979. Au départ, c'est un collectif qui donc aujourd'hui est une association et qui s'appelle, donc attention, le super accent anglais, les Women for Life on Earth, c'est-à-dire les femmes pour une vie sur la Terre. Cette association, elle se crée donc aux États-Unis à la suite de l'accident nucléaire de 3 Mile Island en Pennsylvanie. Donc ce sont 12 femmes américaines qui étaient déjà activistes dans le mouvement antinucléaire et la promotion d'énergie alternative, qui décident de coupler ce militantisme-là à leurs préoccupations aussi de défense de la paix et de la santé pour les femmes. Et donc finalement, en 79, donc, l'association naît et dès la naissance de l'association est créée une sorte de déclaration des droits de la femme et de la nature. Donc c'est ce qu'elles appellent le Unity Statement. Donc statement, c'est le mot qu'on utilise en anglais pour traduire la déclaration des droits de l'homme, par exemple. Donc là, on pourrait traduire ça un peu comme la déclaration universelle de l'unité ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas, c'est intéressant de voir que dès le début, elles ont voulu avoir un texte fort, une charte pour un peu cadrer leur mouvement et donner des règles en fait dès le départ à leurs pensées qui étaient pourtant assez nouvelles. Donc en tout cas, l'écoféminisme, dès le départ, c'est vraiment un mouvement international, c'est un courant de pensée qui se développe un peu partout. Et pourquoi je vous ai parlé en particulier de cette association-là, les Women for Life on Earth, sachant qu'elle existe encore, cette association, hein, donc vous pouvez aller sur leur site internet, voilà, il y a tout plein d'actions, etc. Donc pourquoi je vous ai parlé de cette association? C'est parce que les femmes, les 12 femmes de cette association, en mars 1980, aux États-Unis toujours, elles ont tenu une conférence intitulée « L'écoféminisme et la vie sur Terre ». Et en fait, cette conférence, ça fait vraiment partie des dates clés du développement de la pensée écoféministe, ou en tout cas de la diffusion d'une pensée, d'une corrélation entre domination multiple vécue par les femmes et destruction de la nature. Donc ça a vraiment été un moment clé de diffusion de la pensée. Donc voilà, même si le mot naît sous une plume française, c'est un collectif américain qui diffuse vraiment cette éthique-là. Je voulais aussi vous parler d'une autre femme qui est peut-être la plus connue, qui est la figure de proue de l'écoféminisme aujourd'hui. C'est une indienne. Je vous ai dit qu'en Inde, dès les années 60-70, il y avait eu des mouvements. Cette indienne, c'est Vandana Shiva, donc peut-être que son nom vous dit quelque chose.
Aujourd'hui, elle est conférencière, autrice et militante écoféministe, mais au départ, elle a une formation en physique et en philosophie des sciences. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un certain bagage, des connaissances universitaires. Ses combats, ils concernent principalement l'agriculture, parce qu'il faut bien se rappeler que l'Inde, c'est un pays qui a d'énormes soucis de production de nourriture, et ça, c'est vraiment une situation historique. Leur population, elle est tellement nombreuse qu'ils ont mis très très longtemps à atteindre l'autosuffisance en production de nourriture pour simplement nourrir la population des Indiens et Indiennes. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si avec l'augmentation de la population, ils sont encore autosuffisants aujourd'hui. Je sais qu'ils l'étaient au milieu du XXe siècle. Je ne sais même pas si l'Inde est encore autosuffisante aujourd'hui. Donc en tout cas, cette surpopulation entraîne une tentation de la surproduction, de la production de produits de moins bonne qualité parce qu'ils sont moins chers. Et en fait, elle a été une des premières à souligner que ça a des impacts énormes, autant sur l'environnement, parce que c'est plus à prouver que les OGM, les pesticides créent énormément de pollution, d'appauvrissement des sols, etc. Mais ça a aussi eu des énormes impacts sociaux parce que la population indienne a eu de très grands problèmes de santé, de malnutrition, de carence, et j'en passe. Donc en fait, elle a été une des premières à souligner ce lien très fort entre les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, et donc le fait que l'agriculture de masse n'était pas une solution. Donc les premiers combats de Vandana Shiva, ce sont la lutte contre les OGM, c'est d'ailleurs encore ce contre quoi elle lutte le plus aujourd'hui. Elle lutte aussi contre le brevetage du vivant et elle promeut une agriculture biologique plus traditionnelle pour s'opposer aux géants de l'agroalimentaire. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable avec toutes les j'ai envie de dire les convictions de cette femme, c'est que dans les années 70-80, au moment où elle commence à promouvoir cela, c'est une question qui est très nationale, qui concerne bien sûr l'Inde et quelques autres pays très peuplés. Mais en fait, aujourd'hui, en 2021, c'est une question qui est devenue absolument mondiale parce qu'on est tellement nombreux sur Terre que je pense que beaucoup de pays font face à ces problèmes liés à l'hyperproduction alimentaire et l'incapacité d'être autosuffisant et de simplement nourrir les populations parce qu'on n'a pas une production réfléchie, en fait, tout bêtement. Vandana Shiva, elle accompagne son militantisme de la fondation d'associations et parmi les plusieurs qu'elle a fondées, j'ai retenu en 1991 la création de l'association Navdanya. Donc désolée, je ne parle pas indien, mais Navdanya. Cette association, elle lutte pour la conservation de la biodiversité et elle couple en fait la préoccupation écologique avec la promotion et la défense de la paix. Et donc, en fait, le grand mantra, le grand credo de cette association, c'est qu'il faut respecter les populations, et notamment les populations autochtones des différentes parties du monde, puisque chercher à les déplacer ou à contredire leur mode de vie, c'est contredire la biodiversité, et simplement respecter les populations autochtones, c'est respecter la nature. Donc, en fait, moi, ça me fait presque rire quand on dit que Vandana Shiva est une écoféministe, parce que pour moi, elle est presque éco-humaniste. En fait, elle défend certes le droit des femmes, mais ce qu'elle défend surtout, c'est qu'on ait une attitude écologique responsable pour que juste les humains se portent bien et puissent vivre plus longtemps, en fait. En tout cas, que la planète n'explose pas dans les 15 prochaines années. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de vous parler de cette figure. Il y en a un de vous qui avait une question ou non? C'est bon? Non, je dis ce qui serait pas plus mal que la planète explose pas. Ouais, bah c'est clair, hein. C'est clair que ça en préoccupe plus bien. C'est pas une question, mais est-ce que finalement, c'est plus pour faire chier, mais est-ce que le féminisme n'est pas un humanisme de base? Et est-ce que l'écologisme, ce n'est pas un humanisme aussi? Alors pour l'écologie, oui, parce que je pense que ce que tu veux, c'est que la planète se porte bien pour qu'il y ait des gens dessus, et sans question de genre. J'ai pas fini ma chronique, hein, je tiens à vous dire, mais on finira après. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Mais pour le féminisme, en fait, je sais pas du tout. Ça dépend vraiment de mon humeur. Il y a vraiment des jours où je me dis, moi, je suis profondément féministe et je voudrais que tout le monde s'entende bien sur Terre et je suis un bisounours. Et puis, il y a des jours où je me dis, ok, faut pas être misandre, mais des fois, ça fait un peu du bien quand même, tu vois. Donc, j'arrive pas du tout à avoir une position tranchée là-dessus. Et ce qui est normal que aussi, dans le monde je pense. des bisounours, on voudrait que les féminismes soient un humanisme. Je pense que c'est normal aussi dans le sens où il y a tellement d'oppressions qui sont faites sur le féminisme et sur les femmes, en fait, que forcément, il y a cette tendance-là. Ouais. Déjà, il faut se battre pour être entendu. À terme, ce qu'on recherche, c'est une égalité, en fait. Et, oui, c'est ça. Et moi, c'est cette égalité-là, il faut se battre pour y aller. Les hommes, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des qui méritent, hein.
Oui, voilà. Oui, mais il y a des Il a- femmes. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai appris que comment il s'appelle, Weinstein avait en fait une complice femme qui l'aidait à séduire des femmes Ah et ben à les oui, agresser. Donc en fait, il y a aussi des femmes qui font des trucs horribles, tu vois. Donc faut pas non plus bien sûr. verser dans le discours trop genré. Mais ça, tu peux Mais le problème, enfin, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est le système qui permet que. oui, voilà, c'est ça. Et Et du puis coup, le système permet que les hommes, pour le moment, en grande c'est partie. ça. Voilà, c'est bien Malheureusement. résumé. Bon, je termine ma chronique parce que sinon elle va Oui. durer. Ah Oui, oui, oui. Elle va durer 108 ans. Oui, et Epstein, pardon, j'ai dit Weinstein. Epstein, non, Joanne, merci. non, Weinstein, le producteur, tu parles. Les deux. De toute façon, les deux ont. Epstein. Comment Bon, ça, les deux donc je termine. Donc pourquoi je vous ai donc là je vous ai parlé un peu de l'histoire de l'écoféminisme, etc. Mais est-ce qu'il y a encore de l'écoféminisme aujourd'hui? Ben en fait oui, on en a pas mal entendu parler ces dernières années. Alors d'abord derrière en fait la figure de Greta Thunberg. Alors moi Greta Thunberg j'ai pas du tout d'avis. Elle a été très vivement critiquée. Je sais pas du tout ce que je pense de son action. Mais en tout cas j'ai remarqué qu'elle a inspiré toute une génération de jeunes personnes et donc de jeunes filles qui ont ouvert leur bouche et redoublé d'inventivité dans leur militantisme. Et en fait, assez naturellement, et je trouve ça intéressant, en fait, c'est que ça n'a pas été théorisé, mais assez naturellement, les revendications pour le climat des jeunes femmes d'aujourd'hui s'accompagnent souvent de revendications pour leurs droits et leurs libertés. Et donc moi, je suis sur différentes pages militantes sur les différents réseaux sociaux et j'ai pu voir des photos de manifs. Et notamment, il y a une affiche en manif sur laquelle on lisait lécher nos clitos, pas le cul de Monsanto. Et je trouve ça exceptionnel comme idée parce que bah voilà, c'est très vulgaire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc Monsanto, pour expliquer, c'est une énorme entreprise agroalimentaire qui a produit aussi beaucoup de plastique et de polystyrène, tout ce qui est très bon pour notre planète, qui a un nombre incalculable de scandales sanitaires au cul et qui est notamment soupçonné de payer des experts pour discréditer les scientifiques lanceurs d'alerte vis-à-vis du climat et surtout vis-à-vis de leurs activités. Donc ce sont des gens très agréables avec qui on a vraiment envie de passer un dîner le dimanche. C'est des gars sympas. Mais voilà, en fait, je trouve ça drôle de voir que à la suite de l'appel de Greta Thunberg, il y a plein de jeunes filles qui ont ouvert leur bouche, certes, en tant qu'impliquées écologiquement, mais aussi en tant que jeunes femmes militantes. Et surtout, beaucoup plus récemment, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, si vous suivez la politique française, lors des primaires du groupe Europe Écologie Les Verts, on a Nathalie Rousseau qui est arrivée au second tour alors qu'on ne l'attendait pas du tout, qui s'est revendiquée écoféministe depuis le premier jour de sa campagne, écoféministe radicale, et qui a en fait été battue au second tour par Jadot, mais de très peu. Donc on voit qu'en fait, il y a une véritable place de l'écoféminisme jusqu'en fait dans nos sphères politiques aujourd'hui en 2022, alors qu'on ne pensait pas forcément... Enfin, que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend si on ne s'y intéresse pas. Donc je trouve ça intéressant de voir que ce mouvement se perpétue aujourd'hui sans être forcément théorisé ou revendiqué. Pour les plus sceptiques d'entre vous quant à l'association possible de la lutte féministe et de la préoccupation écologique, je ne citerai qu'un seul produit, à savoir le tampon ou la serviette hygiénique, parce qu'on est dans l'exemple merveilleux d'un produit qui défonce la planète, c'est extrêmement polluant, c'est plein de composants chimiques extrêmement mauvais pour la Terre. Et donc, de fait, bah, si c'est mauvais pour la Terre, c'est aussi mauvais pour le corps des femmes. Et je vous fais pas un dessin, vu la zone où traîne un tampon ou une serviette hygiénique, c'est quand même pas top de savoir qu'il y a des composants aussi dangereux qui sont en contact direct avec nos corps. Alors certes, aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent, qui sont nombreuses, mais qui sont beaucoup plus chères. Et ça fait, je trouve, en fait, s'intéresser à ce cas-là, ça montre bien tout le lien qui peut être fait entre capitalisme, écologie et féminisme. Parce que donc ça, c'est peut-être simplement une réflexion personnelle, mais je suis pas sûre qu'un produit qui concernerait le genre masculin exclusivement pourrait rester sur le marché si c'était prouvé que ça détruisait la santé et la planète, en fait. Je m'arrête là-dessus. J'ai quelques conseils si le sujet vous intéresse. J'ai des conseils de lecture tout d'abord que je vais vous donner dans le chat. Donc tout d'abord, bien sûr, il y a l'ouvrage de Françoise Daubonne dont je vous ai parlé, qui s'appelle donc Naissance de l'écoféminisme et qui est une réédition de son ancien ouvrage. Il y a ensuite un bouquin que j'ai dit Nathalie Rousseau, pardon, Sandrine Rousseau. Désolée, je viens de voir le chat. Il y a aussi un autre bouquin que je vous conseille vraiment beaucoup, c'est La mort de la nature de Caroline Merchant. En fait, c'est une étude de la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles avec le prisme féministe.
Et en fait, c'est intéressant de voir que elle dit que avant qu'on ait plein de découvertes scientifiques, la Terre était vue comme une divinité féminine qui était adorée. Et à partir du moment où les sciences ont su expliquer la nature, etc., c'est devenu un sujet d'étude mort qui pouvait donc être exploité à outrance. Et c'était très intéressant, c'est un essai qui n'est pas très long, que moi j'avais lu pendant mes études et que j'avais trouvé incroyable. Pour ce qui est des recommandations beaucoup plus récentes, je vous recommande un ouvrage qui est sorti en septembre 2021. Donc là, c'est tout frais. J'ai pas du tout eu l'occasion de le lire encore parce que trop récent, mais il m'a été vivement conseillé par une amie qui m'a éduquée à l'écoféminisme, qui s'appelle Dans l'œil du crocodile de l'Australienne Val Plumwood, je suppose que ça se dit comme ça, qui échappe à une attaque de crocodile. Donc ça n'arrive que quand tu habites en Australie, hein, on est d'accord. Et en fait, à la suite de cette attaque, elle décide de d'écrire un texte dans lequel elle prend le point de vue du crocodile qui donne son point de vue sur l'humanité qu'il juge dévoyée. Donc ça a l'air, je pense, très drôle et peut-être très intéressant. Donc en tout cas, moi, ça me donne vraiment envie. Pour les plus feignants d'entre nous qui n'aiment pas forcément lire, j'ai relevé 2 podcasts. Un épisode de podcast du podcast de Victoire Tuaillon qui s'appelle Les couilles sur la table, qui m'a été conseillé par Maxime. Il y a un épisode consacré à l'écoféminisme qui s'appelle Le patriarcat contre la planète. Dans le chat, vous avez le lien. Et il y a aussi il y a 2 épisodes du podcast... un podcast à soi, que je vous dise pas de bêtises, donc de Charlotte Bien-Aimée, qui s'intéresse à l'écoféminisme. Donc c'est en 2 volets, ça fait 2 fois 1 heure, donc c'est un peu long, mais si vous avez un trajet en voiture, ça marche. Là, j'ai envoyé dans le chat le lien du premier épisode. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là dans mon discours radical. Je termine juste avec une phrase très consensuelle pour dire que même si c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur, je blâme pas du tout les gens qui partagent pas cette opinion. Je voulais juste parler de ce courant de pensée qui me séduit et que je trouve pertinent. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être sensible au féminisme, à l'écologie, ni aux deux. Mais je pense quand même que si on ne fait pas plus attention à la manière dont on cultive notre planète, on sera peut-être bientôt plus là le mercredi pour cultiver nos esprits et ce serait quand même vraiment dommage. Merci pour cette chronique et cette fin. J'ai beaucoup parlé. Très belle, mais c'était très bien. Tu m'as happé dans ton discours. J'ai beaucoup aimé suivre cette chronique, donc merci. Et j'irai écouter. J'ai beaucoup aimé la faire en tout cas. Bravo Emma, ouais, le sujet était vraiment super intéressant et bien traité en plus. Et puis au moins tu nous as refait notre liste de livres et de podcasts à regarder. Voilà. Ouais, là c'est ça. Mais je ne pourrai jamais assez vous conseiller Les couilles sur la table et un podcast à soi. Hein. C'est vraiment 2 podcasts qui sont exceptionnels, même quand ça parle pas d'écoféminisme. Attends, mieux, j'ai fini mes partiels. Et n'oublions pas que nous avons... Vas-y Amélie, pardon. J'ai dit tant mieux, j'ai fini mes partiels, donc j'aurai tout le temps pour y regarder. Bah voilà. Et puis n'oublions pas Emma que peut-être ça t'a fait plaisir de pouvoir parler d'écoféminisme devant un enfant de 14 ans. Oui. C'est peut-être déjà ce que tu fais en classe, ou pas, peut-être que t'as pas le droit. Là au moins tu as le droit de le faire comme tu veux. En effet, c'est vraiment des sujets c'est des sujets qu'il est difficile d'aborder en classe aussi parce qu'il faut trouver le temps pour... je sais que j'ai des collègues par exemple qui font des projets féminisme, etc. Je pense que je suis pas prête à impliquer mes convictions et des choses qui me tiennent à cœur tout de suite dans mes cours. Parce que, bon, pas que la littérature me tienne pas à cœur, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense que... C'est moins polémique. Déjà, il y a le côté polémique, et bon, en plus, moi, je suis en stage, donc je suis un peu observée, etc. Mais je pense que même, je suis pas prête tout de suite à me confronter à peut-être l'indifférence possible de mes élèves. Ou voilà, je pense que là, on est entre gens consentants pour entendre parler de ça. Eux, quand ils sont en cours, ils sont pas consentants pour m'entendre parler, en fait. Donc voilà. Mais c'est sûr que, bien sûr, le métier de prof me semble une voie privilégiée pour parler de ces sujets qui sont très importants. Et tu as bien privilégié, raison. Mais pas facile. Mais en tout cas, heureusement, on a besoin de gens comme toi. On a besoin. Merci. Mais il y a de plus en plus, et c'est ça qui fait aussi plaisir que ça soit avec nous dans Culturellement Vôtre, à travers tes chroniques et tes convictions, à travers les podcasts qu'on peut entendre, à travers les comptes Instagram qui existent aussi. Il y a beaucoup d'informations et de paroles qui est libérée vis-à-vis
du féminisme, de l'écologie aussi, et de tous ces mouvements en fait qui, Ouais, c'est ça, de tout plein de qui sujets sont en là, fait. quoi. Enfin, moi j'ai découvert le validisme à la fac parce que bah en fait quand t'es valide, tu te rends pas compte de la chance que t'as de pouvoir prendre le métro à Paris Mm. parce qu'il y a des escaliers partout et que toi ça te pose pas de problème. Enfin en fait c'est ça, c'est que comme tu le dis, cette multiplication des réseaux fait que plein de voix peuvent se faire entendre et surtout plein de voix qui sont pas forcément accusatrices. Moi, ce que j'aime dans les coups sur la table ou dans un podcast à soi, c'est qu'on te dit pas comment ça, t'as des amis hommes et t'es pas féministe, mais t'es vraiment une sous-femme en fait. Mm. Et ça, je trouve que c'est contre-productif et agressif et tu t'as pas la force d'entendre ça. Moi, jamais, certains parfois, voilà. Et ce que j'aime avec la multiplication des voix, c'est que bah, elles sont là, elles disent ce qu'elles ont à dire et si t'as envie de les écouter, tu les écoutes. Si t'as pas envie, tu mets stop et t'écoutes autre chose et tout est dans le consentement mutuel et c'est merveilleux, quoi. Et c'est ce qu'il En faut. même temps, Et tout ça, ça émerge aussi parce que justement, ce qui se passe sur les médias de masse, ça, par exemple, c'est plus de l'ordre du non-consentement. Quand on a certaines personnes qui passent tous les jours à la télévision à heure de grande écoute devant des millions de personnes Bien sûr. et qui diffusent des discours de haine, qui débattent sur voilà, des thèmes comme l'identité nationale ou ce genre de trucs, oui, après on et que n'est pas là pour c'est parler de le ça, mais discours oui. dominant, faut pas s'étonner que derrière, sur plein de plateformes possibles, du coup, ça a permis l'essor de ces plateformes-là, mais il faut pas s'étonner que voilà, le Qu'il y ait discours, une un envie discours d'entendre autre chose. contestataire émerge. Ouais, Ouais. bien sûr. Et il C'est faut, et tant important. mieux. Mais le jour où on On se parlera réapproprie d'écoféminisme aussi ce sur qu'on veut. BFM TV, c'est pas tout de suite. Peut-être que j'allumerai ma Pardon, télé. j'ai le droit de dire BFM TV ou on va se Oui, faire oui, ça va à la limite. C'est Moi, news. je voulais tant qu'à faire. Bordel. on- C'est on- news. comment ça s'appelle le CN non, c'est pas le CNC, c'est le. J'ai oublié le nom. La SACEM. Non, De pas la quoi SACEM. qu'est-ce que Ce tu veux qui gère dire? la Le télé, CSA? là. Le CSA. Le CSA ne Le prend pas en CSA, compte, ouais, la censure, ouais. ne prend pas en compte cette C'est émission. Le comité de censure de l'audiovisuel, c'est ça? Censure avec un S. Le comité de censure. De censure. Je voulais, moi, rebondir sur ta chronique parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai entendu dire qu'il était sorti et je l'ai vu sorti du coup sur la plateforme de Arte, qui est, soit disant passant, très intéressante. Il y a beaucoup de contenu très intéressant sur Arte. Oui. Faut aller voir. En plus, c'est gratuit. Il y a toute une plateforme web où c'est gratuit, où il y a vraiment beaucoup de choses. Et ils ont fait un reportage, un film reportage sur Alice Guy, on en avait parlé dans l'émission à plusieurs reprises, qui est une des pionnières du cinéma, trop peu connue. Elle a inventé plein de choses et en fait, elle a été mise de côté parce que c'était une femme. Et du coup, il y a Alice Guy, l'inconnue du 7e art, qui est disponible sur Arte, qui est passé à la télé et qui maintenant est disponible en replay sur les plateformes d'Arte. Donc je vous conseille vivement J'ai mis d'aller le voir ce lien documentaire. dans le chat. Et il y a aussi un super roman graphique sur Alice Guy qui est paru à la rentrée. Et je crois que c'est la même série qui en avait fait un sur Scorsese, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un grand portrait d'Alice Guy. Je saurais pas vous donner l'auteur ou les dessinateurs, mais c'est très intéressant aussi. Oui, encore une figure qui, parce que c'est une femme, n'a pas traversé les âges, alors qu'on connaît tous le nom des frères Lumière ou de Thomas Edison. Dommage. Et Padel qui a créé beaucoup de choses et qui a été pionnière dans beaucoup d'aspects du cinéma et notamment de la fiction, du péplum. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça parce que c'est assez impressionnant. Le gros plan. Même, du coup, j'ai aussi mis le lien du roman graphique dans le chat s'il y a des gens qui sont intéressés. Tout est dans le chat de l'émission, donc voilà. Quelle rapidité. Je vous propose... Et toi, Adrien, est-ce qu'on t'en parle de féminisme à l'école? Ou est-ce que tu en entends parler? Eh bien, absolument pas. Bien sûr. Par les réseaux sociaux, j'entends des trucs sur le féminisme. Après, j'avoue, c'est peut-être parce que je suis jeune, mais je suis pas forcément touchée par ça. Donc, bon. Ta chronique était quand même intéressante, hein, Emma, c'est pas ça, mais... mais ouais, j'avoue que... Non, je ne connais vraiment pas trop. Mais ça m'étonne pas du tout. Et en fait... je trouve ça bien d'en parler aux jeunes, mais déjà, j'en parlerai pas aux très jeunes, tu vois. J'en parlerai pas des élèves de 6e, par exemple. Je pense qu'au lycée, ça pourrait être intéressant.
Mais je pense quand même, tu vois, moi, je suis devenue vraiment féministe militante, j'avais genre 21 ans, quoi. J'avais eu le temps de maturer tout ce qui avait pu m'arriver en tant que fille et de me dire: «Tiens, mais en fait, peut-être que si j'étais un garçon, ça ne me serait pas arrivé». Parce que, je pense qu'il y a cette sensibilité-là aussi. Peut-être que tes camarades féminines de 14 ans seraient plus sensibles aussi quand tu le vis tous les jours. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai des tics de langage que que m'a conseillé une certaine ancienne de mes professeurs qui est dans le chat ce soir, de dire, bah, voilà, de dire tous et toutes ou de dire il et elle ou de dire, auteur et autrice ou de Oui, dire en fait, voilà et qui sans en sont, en parler, fait, des choses qui prouvent que tu c'est entends induit, ouais. l'inclusion, sans avoir à en faire des caisses déjà chez les élèves. Mais ça m'étonne pas que tu en entendes pas parler. C'est très compliqué de faire rentrer des thématiques comme ça, à l'école, enfin. Puis après, c'est bête, mais c'est peut-être aussi parce que justement, ce qui doit déclencher en tout cas un réveil des consciences, c'est justement une prise de conscience des places dans la société, C'est ça. voilà, de Tout à l'emprise fait. du patriarcat. Et en fait, bah, si on a 14-15 ans, qu'on joue avec des garçons et avec des filles enfin, tu vois, Sans se poser de alors questions, évidemment quoi. que implicitement, on doit sûrement reproduire certains schémas. Mais moi, je pense, et en observant, j'ai quand même passé pas mal de temps avec des enfants, que ce soit en centre aéré ou à l'école, bah en fait, les rapports sont vachement plus égaux entre eux. Oui. C'est-à-dire que oui, il y a des rapports de force qui s'expriment, mais ça va souvent des deux côtés. C'est-à-dire, enfin, moi, j'ai souvent vu des petites filles faire la loi, tu vois, et vraiment, et c'était pas dérangeant en fait, ni pour les garçons ni pour les filles, et tout allait bien. Et en fait, c'est quand les adultes peut-être essayent de trop vouloir s'immiscer dans les rapports Intellectualiser. et rappeler que oui, non mais non, ta place, toi c'est là, puis toi ta place c'est là. Tu vois, par exemple, le centre aéré, c'est con, mais tu dis à un petit garçon, non mais arrête de jouer avec la poupée. Bah non, en fait, s'il a envie de jouer avec la poupée, il joue avec la poupée. C'est quoi le Mais problème? c'est exactement ce que j'ai vécu pendant toute mon enfance et j'ai mis hyper longtemps à comprendre que, Tu pouvais pas jouer aux quand on me poupées? disait de moi que parce que je jouais au foot dans la cour de la récréation, Ah j'étais oui. un garçon Mm. manqué, que cette expression elle était horrible, mais ça je l'ai compris à 22 ans, tu vois? Emma, Que lâche ses clés de 12 et va jouer à la poupée. non mais c'était Pas l'heure de ça, faire de la enfin, mécanique. c'était Non, ça mais ou mais même c'est... enfin plein de choses ou parce que je refusais de mettre des robes. Enfin, je me souviens que la première fois que j'ai mis une robe, c'était un pari avec une copine et j'étais en 4e, tu vois? Et genre, c'était, l'événement, de la classe, que machin, j'avais porté une robe, tu vois? Enfin et je me disais: «Mais c'est fou parce que tu ferais jamais ça, parce qu'un mec, a mis un jean», tu vois? Enfin, c'est et en fait, il y a plein de choses dont tu te rends compte après coup, voire très longtemps après, parce que en fait, tu vois un film où il y a une situation qui te rappelle un truc que tu as vécu, ou tu lis un livre, ou tu entends une chanson, ou tu vois une pub et en fait, enfin, c'est ça, c'est un podcast, hein, qui m'a fait me rendre compte que dire «garçon manqué», c'était horrible, en fait et ça m'avait pas choquée jusqu'ici. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs très ancrés. Moi, mon grand dam, c'est que les petites filles et jeunes filles sont très bonnes élèves, jusqu'à la seconde et qu'après on leur dit: «Non, non, mais n'allez pas faire des maths, c'est pour les garçons», quoi. Et qu'en école d'ingé et en prépa maths, t'as que des garçons et que moi qui ai fait une hypocagne et une cagne, il y avait 80% de filles et que les garçons Oui. qui étaient là étaient très efféminés. Enfin, tu dis: Et «Merde, quoi, inversement, laissez-nous ouais, tranquilles». comme tu dis. En L, on était, nous, on était une petite classe, Vous hein, on étiez était 2 garçons. 10-12, on était 2 garçons, et pendant un moment, j'étais tout seul aussi, le seul garçon de la classe. Ouais, ouais. Et plus grave que ça, parfois elles font des années d'études pour un métier qui va Pour pas être copier, qualifiant, quoi. alors que pour les garçons, c'est enfin, moins pensable, ce qui est Mais très bah, moi, dommage. je me dis, tu vois, à ma petite échelle de professeur de français, il y a 10 profs de français dans le collège où je suis, on est 10 femmes et à la fac, donc où j'ai étudié donc les lettres classiques de manière un peu poussée à la Sorbonne, je n'avais que des profs mecs, quasiment, tu vois? J'ai eu, juste pour préparer l'agrégation, j'avais 3 femmes et tout le reste, c'était des hommes. Non, 4 femmes. Enfin, tu vois, c'était pas du tout équilibré et je me dis: «Mais on est à la base, au collège, en primaire, au collège, au lycée, on va mettre les femmes parce que c'est moins qualifiant, mais par contre, les grands pontes, ceux qui Ouais, seront, bah ouais. habilités à diriger des recherches et maîtres de conférences, bah, ce seront les hommes» et je me dis: «Putain, mais quelle frustration!» J'ai envie de pousser les petites filles à faire des études ou en Après, tout cas à faire les études qu'elles aiment et à y croire, quoi. je vais être optimiste et me dire que c'est quelque chose dont les consciences ont été maintenant plus nourries aussi de ça. Ouais, Et ça ira il mieux, y hein. a un changement qui s'établit. Alors ça prend son temps, évidemment, mais j'ose espérer que d'ici quelques générations, il y aura quand même un changement qui aura été sur J'ose plusieurs étapes. espérer, c'est un activiste, c'est le cousin de C'est José Bébé. c'est ça. Ah putain. Non, mais après, comme tu Mais disais, au ouais, non, je suis collège, d'accord avec toi.
moi, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au collège et au début, le fait d'en parler, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a déjà toute la prise de conscience de toi en tant que personne, sans parler du rapport que tu as aux autres. Tu as beaucoup de... Enfin, le collège, c'est un changement déjà pour soi qui est assez perturbant. Moi, je m'en souviens de mon collège. Je m'en souviens, j'étais... On s'en souvient tout tous. ce qui s'est passé. De mon collège, tu veux dire? Non, mais ce que je trouve fou, c'est que tu peux même en parler avec des gens, moi, de la génération de mes parents, qui là sont jeunes retraités, qui sont capables de te parler de leurs années collège, tu vois, et qui se souviennent de certains de leurs profs et tout. Tu te dis, en fait, c'est une période qui est marquante. Et je pense que à ce moment-là, tu vois... collège. Non, mais c'est d'autant plus à ce moment-là que c'est difficile de pouvoir en plus rajouter tous ces trucs d'avis en fait sur la société, sachant que tu ne te connais pas déjà toi. Ça vient, comme tu dis, je pense au lycée en deuxième temps, quand tu commences déjà à peu près à percevoir qui toi tu es et du coup le rapport que tu vas avoir avec les autres. Mais je pense qu'un jour, je ferai une chronique sur ça, sur l'apprentissage de la connaissance de soi et tout. Ça peut être très intéressant. Tu veux réagir? Oui. Fais-le en plusieurs parties alors, hein, parce que... Ouais. Vaste sujet. En sociologie, on apprend beaucoup les choses sur le genre et tout ça en étudiant des différents peuples. Et on a vu que même aujourd'hui, il y a des personnes qui vont considérer que si les filles sont un peu plus militantes que les hommes et qui sont à la limite de faire des études exprès pour les hommes, pour l'étude du pétrole par exemple ou quoi que ce soit, c'est aussi comme si elles trahissaient son propre sexe en fait. Et ça nous avait vraiment choqués en se disant, bon bah voilà, en fait les hommes, eux, ils peuvent... ils sont un peu plus libres en fait de faire des métiers plus durs ou moins durs. Mais voilà, les femmes, elles, c'est soit elles ont du courage, ça dépend de leurs proches, en leur disant, bon, en font des travaux d'hommes, c'est quand même impressionnant et tout ça. Et il y a des esprits très très fermés qui vont leur dire que c'est n'importe quoi et qu'elle trahit tout ce qu'elle a eu en éducation. Et voilà. Et les hommes, c'est encore plus compliqué de faire des métiers qui sont considérés encore que pour les femmes. Oui, bah oui, c'est très dommage. C'est dans les deux sens. Hein. Ah oui, non, mais dans les deux sûr. sens, il y en a qui en souffrent. Moi, j'ai encore même entendu... Par exemple. C'est ça, mais moi j'ai quand même entendu en 2021 par le recteur de l'académie qui est venu nous faire un speech. On est sorti du patriarcat et heureusement. Enfin, et tu te dis mais j'ai quand même un homme instruit en face de moi qui en plus en tant que recteur de lettres doit avoir beaucoup de femmes collègues et qui l'osent te tenir des propos pareils. J'ai failli faire une Adèle Haenel et dire je me lève et je me barre en fait. Enfin, je suis pas venue pour entendre ça. Et on en a quand même longuement parlé avec lui après pour dire non, en fait, on n'est pas sorti du patriarcat. Mais voilà, bien sûr que malheureusement, il y aura toujours des discours qui ne seront pas les bons. Mais ça va changer, et ça va changer, on l'espère en tout cas, et on va apporter notre pierre à l'édifice du mieux qu'on peut, déjà autour de nous, déjà dans notre manière, nous, de vivre. Et il n'y a que en changeant déjà ces petites choses au quotidien qu'on arrivera à changer les choses tous ensemble. Et si on jouait, les amis? Le jour où on sera sorti du patriarcat, c'est le jour où c'est Andreas qu'on verra pas pendant l'émission parce qu'il sera en train de faire la technique, et c'est Amélie qui animera. Il y a encore le temps. Hein. Ah, moi je laisse ma place si elle veut, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas assez à l'aise pour l'instant. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, alors j'ai changé le jeu, j'ai voulu faire un nouveau jeu. Donc de nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui. Ce jeu, ça sera lequel est le plus vieux. Je vais vous donner 4 éléments, 4 choses, ça peut être des personnes, ça peut être des marques, ça peut être différentes choses. Et parmi ces 4, il faudra deviner lequel est le plus ancien, lequel est le plus vieux. Première liste d'objets, n'hésitez pas dans le chat à jouer aussi. Première liste d'objets, nous avons Coca-Cola, nous avons Canal+, nous avons Michel Drucker et nous avons Dior. Lequel est le plus vieux? Bah, c'est Michel Drucker, les gars. Pourquoi est-ce que ça me fait autant rire? Non, le plus vieux, c'est Coca, non? Non, Coca, c'est sûr. Coca ou Dior? Non, Coca, c'est plus vieux que Canal, déjà. Canal, c'est années 80. Michel Drucker, ça doit être années 30. Coca, c'est pas 1930, un truc comme ça? Ah, moi, j'aurais vu ça avant, même, tu vois. Je sais pas, c'est pas venu avec le Père Noël, quoi. C'est avant. Non, Enfin, le Père Noël existait avant Coca. Et du coup, le Père Noël, il a n'existait transformé pas le avant costume. 1930?
Non, il me semblait. Moi, Coca, je vois bien ça, genre fin 19e. Parce qu'il développe un produit avec tout un tas de trucs dedans, dont de la droge. Bah, ça se trouve, c'est Dior aussi. Hein. Mais Dior, ouais, Dior, ça peut être très vieux aussi. Hein. Mais c'est pas plutôt Chanel qui est plus vieux au niveau parfum? Alors, Chanel, c'est années 20. Coco Chanel. C'est années 20, c'est à peu près sûr. C'est dans l'entre-deux-guerres, en fait. Donc, il faut se poser la question, est-ce que Coca ou Dior? Je sais pas. Moi, je dirais plutôt Dior. Ah ouais? En fait, je sais pas, Coca, dans ma tête, c'est genre post-Seconde Guerre mondiale, mais peut-être que c'est vachement... Ah non, plus. c'est avant. Ah ouais? Non, c'est bien avant. Ouais. Tu penses genre pendant... J'espère que vous avez pas fait de l'ASMR gourde, là, dans mon micro. Désolée. J'ai entendu un vieux grincement. Tu parles de la bouteille ou de la personne qui parle, du coup? En vrai, j'ai entendu un vieux grincement et je me suis dit, oh, ça se trouve, c'était horrible dans le micro, comme c'était juste à côté. Tu penses que pendant la Première Guerre mondiale, ils buvaient du coca? Bah, je crois que ça a été pas pendant créé longtemps s'ils en après, buvaient, mais... Est-ce que c'était commercialisé à grande échelle à ce point-là? Je suis pas sûr. Mais je crois que ça a été vraiment créé... Moi, je est-ce dirais qu'il y avait pas 19e. une boîte Coca qui faisait pas de genre le Coca qu'on connaît? Genre, est-ce qu'ils ont pas fait, je sais pas, des bouteilles enfin, tu vois, un truc, pas tout de suite la boisson. Et que du coup, ce serait... En fait, de base, c'est un médicament, Coca. C'est un médicament pour je sais plus quoi. Et peut-être Coca. et il y avait plus ou moins de la coke à l'intérieur. Un truc dans le genre. Oui. Quand tu dis... Moi, je pensais que Oui, c'était fait avec des feuilles de coca. tu parlais de quand tu disais de la drogue, tu vois. Ah non, il y avait de la vraie droge qui fait mal, quoi. Ah oui, d'accord. Bah peut-être Donc, Coca. voilà. Peut-être Coca, alors. Ouais, peut-être Coca. Ouais, bah allez, Coca. Mais voilà, Coca ou Dior. Parce que, bon, Drucker, voilà. Canal, voilà. Canal, c'est vraiment Et, récent, par contre. Enfin, c'est, je Ouais, pense, c'est le plus 80. récent. 70, 80. Du coup, Coca ou Dior? Coca. Coca. Vous êtes plus Ouais, sur Coca. Coca? Coca, let's go, ouais. Et c'est bel et bien Coca. J'aurais dû vous donner les dates au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave, je le ferai pour les prochaines. Trop fort. Dior, c'est 1946. Pourquoi tu les as plus? Si, si. C'est que j'aurais dû pas vous donner de Coca tout de suite, vous donner les dates au fur et à mesure. Du plus récent au plus vieux, tu vois. Et moi, je pense que le plus récent, c'est Canal. Après, c'est Drucker. Après, c'est Dior. Et après, c'est Coca. C'est exactement ça. Ouais, Canal, je suis chaud. c'est en 1984. Michel Drucker, c'est en 1942. Dior, c'est en 46, du coup, donc inversement. Et Coca-Cola, c'est en 1886. Ah oui, quand même. Attends, Ouais, t'as tu dit vois. que Canal, Ouais. c'était en 84? 1984. Putain, je savais que c'était tard, mais j'avais pas souvenir que c'était aussi tard que ça. Eh oui. Par contre, en fait, Drucker, il est pas si vieux, quoi. Bah ouais. 42. Moi, je pensais qu'il était dans je le voyais. les années 20, quoi. Ouais, peut-être pas années 20, mais moi, je l'aurais bien vu de l'âge de mes grands-parents, en fait. Et Ouais. 42, c'est plus jeune. Bah, mes grands-parents sont des années 20. C'est pour ça que je... Mais Ah oui, d'accord, ok. Oui, bah moi, ils sont des années fin 30. Donc, ouais. Ouais. c'est Ah ouais, c'est Drucker, des il fait partie de. C'est comme Morgan Freeman, tu vois, des personnes qui ont toujours une tête de vieux. En faisant 50 ans que tu les vois, t'as toujours l'impression qu'ils ont la même tête, une tête de vieux. Ah non, mais il est sorti du ventre de sa maman, il était vieux. Ah ouais, c'est un Benjamin ça. Button, mais stoppé. Il est quoi. sorti avec un canapé rouge et on connaît tout. Ah, Et un du petit coup, chien. je suis en train de me dire, on pourrait faire ça aussi. On pourrait faire le classement du plus vieux au plus récent, tu vois. Ouais, vas-y, on va essayer. On peut essayer ça, ça peut être drôle. J'ai une deuxième liste. Dans cette deuxième Et liste, comme par hasard, le soir où on est on fire sur les questions, le chat répond pas. Mais Joanne est Franchement. partie, mais moi j'ai des réponses par SMS et on me dit Coca c'est le plus vieux, c'est fin 19e. Mais j'ai vu le SMS trop tard, je sais et pas. oui, si- vous aussi, envoyez vos Il réponses avait par SMS au 3630. Un peu, ouais. 30 centimes d'appel plus SMS, exactement. Non, je rigole. hein, c'est- La deuxième liste, donc essayez de les classer du plus ancien au plus récent. La deuxième liste, c'est Google, Arte, les Oscars, la cérémonie de cinéma, et le rond-point, les ronds-points. En Bon, France. attends. Le plus vieux, moi je dirais que c'est les Oscars. Bah, les ronds-points. Ou les ronds-points, non? Ah non, c'est les ronds-points. Non, les ronds-points c'est récent de ouf, non? C'est pas à Nantes que ça a été essayé pour la première fois? À Nantes? Mais mon mec est de par là et il est toujours sa grande fierté, c'est de dire qu'à Nantes ils ont essayé les ronds-points. Alors je sais pas s'il me troll Et ça, depuis c'est- 4 ans. Et ça, c'est une fierté, putain. En même temps, quand tu viens de Nantes, si tu veux, il y a ça et le Hellfest quoi. Donc il y a un moment.
Pardon, mon cœur. Ok. Parce que c'est le plus Alors, récent. les Oscars, c'est sûr, c'est vieux, ouais. Les Oscars, à C'est mon avis, avant c'est la Seconde vieux. Guerre mondiale. Ouais. Parce qu'il y a une histoire qu'ils l'ont pas fait en 42 ou en 44 là, donc. Et c'est quoi les deux autres trucs avec Coca Il y a et, Arte avec... Il y avait Google et Et Arte. Arte. Ah bah Google. Bah, c'est pour moi, le plus récent, compliqué. c'est Google. Le deuxième moins récent, Oui, voilà. c'est Arte. Et ensuite, Après, il y a c'est les ronds-points et les Oscars. les ronds-points et les Oscars. Je sais pas si on t'entend. Ah, ok. Moi, je pense que Je j'aurais dirais- mis moi, Arte je plus dirais vieux que ça. les ronds-points. Non, Plus c'est vieux. pas. Arte, c'est vieux, hein. Ouais, mais attends, dans les BD, genre Boulet Bill ou quoi, il y en a bien des ronds-points. Ou même Gaston Lagaffe. Tu viens de me poser une colle. Gaston, Désolé, j'ai la culture BD, tu sais, qui revient, mais. Gaston, je Je suis me dis, quasiment bon. sûre que j'ai aucun souvenir de rond-point. Ah ouais? Bah, il y a Mais que Boulet des Bill, noms sur je les sais pas. personnages. Moi, je pense Après, il y que en a les eu des ronds-points, récents aussi, c'est hein, Boulet Bill. moins vieux que Arte en vrai. hein. Ok, bah vas-y, je te fais confiance. Je te sens dans l'ultra instinct là. Ça se Non, trouve, mais je je me te sens suis fait concerné troller. avec les ronds-points et Nantes, tout ça. Je viens de recevoir, mon chéri m'a dit tu vas finir par dormir dehors. Par contre, Emma, fais gaffe parce que je pense que si tu te plantes, t'es parti pour la prochaine fois que tu vas chez ta belle famille faire une visite guidée de Nantes et ses ronds-points à 4 heures avec un poste à la clé. En vrai, moi je dirais Google, les ronds-points, Arte et les Oscars. Du Parce plus vieux au plus qu'Arte, récent. c'est Ah, une c'est du chaîne plus qui est vieux au née plus quoi dans récent. les années 70 90 Bah, 60. Ah bah je vais Ah, pas c'est te dire. l'amitié Mince, franco-allemande, Arte, ça doit être. Ouais. Ouais, 70 peut-être. Moi, j'en ai aucune idée. Ouais, je sais Ouais. pas du tout. Moi, je vous suis, hein, vu que... Est-ce qu'on est d'accord pour dire que de toute façon le plus vieux c'est les Oscars? Ouais, Oscar, Ouais, donc on peut Oscar, Arte, rond-point, Google. C'est ça? Mm. Tu dis toi? Ouais. Google, j'ai aucune idée parce qu'en fait j'arrive pas à savoir si ça a été un autre truc avant. Enfin, tu vois, genre si ça existait sans s'appeler Google. Grande Oula, réflexion chez j'ai Maxime. j'ai fait bugger Maxime. Euh, Moi, pas Exe a trop cessé fort, de mais- fonctionner. Bah, tout ce que je sais, c'est que 404. Ouais. Google, je sais de la racine du mot. C'est quoi la racine du mot? Bah, ça vient de Google, qui est égal à 10 puissance 15. Et c'était pour dire qu'on pouvait rechercher tout ce qu'on voulait sur Google. Putain, trop bien. Non, On mais j'ai apprend appris des ça en maths. choses. donc, Bah voilà, on avait Putain, le mot mais- de la fin. Super. Ouais, ça. Bah, merci à tous d'être venus, c'était une super émission. Ok. Du coup- Bah, du coup, ouais, bah vas-y, on reste sur cet ordre-là. Ok. Allez. Donc, Allez, tu, let's go. tu m'as dit ton plus vieux c'était. Les Oscars. Les Oscars. Oscar. Alors, les Oscars. Si c'est pas le plus vieux, par Les contre, Oscars, c'est en 1929 qu'il y a eu les Ah premiers ouais. Oscars. En 1991, il y a eu Arte qui s'est créé. Ah, c'est récent en fait. Ouais. Je pensais que c'était les années 70, moi. En 1998, il y a eu Google. 98? Ouais. Et en 1906, les ronds-points. Mais non! C'est lui les ouais, ronds-points bah- le plus vieux. Putain, mais y a pas Ah de bah rond-point, c'est vieux quand même. Et un des premiers ronds-points, alors peut-être qu'à Nantes aussi ça a été le cas, mais un des premiers ronds-points, ça a été le rond-point de l'Étoile, là où il y a l'arc de Eh ben triomphe oui, à à Paris. Ah, mais ouais, je compte pas ça comme un rond-point, comme c'est la place. Moi, je voyais le rond-point, le truc qui sert à rien, quoi. Le truc, De tout pas petit. une place, quoi. Non, ceci dit, tu peux ne pas le compter comme un rond-point parce que pour l'avoir pris, ce rond-point de l'Étoile à Paris, C'est il pas fonctionne marrant. pas comme les ronds-points normaux en fait. C'est ça. Voilà. Il fonctionne à l'arrache. Moi, Il franchement, fonctionne. vas-y. En fait, il faut que tu laisses les gens passer, mais les gens ils te laissent pas passer eux. Donc faut que tu forces pour passer. Mais Non mais ça c'est la conduite parisienne. Il Hein. y a les scooters, ils passent comme ça et c'est dur. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est qu'en fait, je voyais vraiment l'objet rond-point, pas un truc où il y avait des gens qui pouvaient habiter dessus, tu vois. Mm. Enfin, ou autour. Ah, il y a des gens qui habitent dans l'Arc de Triomphe, à part le soldat inconnu. Écoute, Bah, il y a sa femme. on sait pas. Il y a sa femme. La soldate inconnue. La soldate inconnue, ouais, c'est ça. Alors. Euh, Bon, bah, du désolé, coup, je vous ai emmené donc, en... Je Ok. répète l'ordre du plus ancien au plus récent, donc c'est les ronds-points, les Oscars, Arte et Google. Prochaine liste, pour savoir dans quel ordre Donc dans sont Boule et apparues Bill, il y a des choses. ronds-points. C'est important quand même de le noter. Dans Boule et Bill, Bah, il y a je des n'ai ronds-points. aucun souvenir de rond-point dans Boulet Bill. Faut que je refasse mes
Et que- Troisième liste, on a Netflix, Red Bull, Énergie et les DVD. Énergie, la radio. Énergie, la radio. Oui, Oui. parce que sinon, si c'est de l'énergie, c'est ça le plus vieux. Non, mais je sais pas si, comme il a dit Red Bull avant, moi j'étais sur une autre marque de boisson énergisante, tu vois. J'ai Ah jamais oui. été. Ah non, Netflix, Alors, moi, je dirais Énergie, que la c'est radio. Énergie, la radio, le plus vieux. Ah ouais, plus que les DVD. Moi, j'aurais dit les Et ben, DVD. DVD, ça doit être. Ah 98, c'est vieux aussi, 99. Parce non, qu'il y a bien la- avant les DVD. Il y a la radio, mais Ah, peut-être bah non, que non, non, Énergie pas du n'a tout. pas été créée. Non, non, mais c'est la radio avant, c'est Énergie, parce que c'était une des grosses radios de France. Quand Mitterrand a fait passer la loi en 81 de la fin des radios pirates et de la libération de la radio, c'est-à-dire de la libéralisation de la radio, c'est-à-dire toutes les radios existent, mais si elles sont financées, donc si elles font de la pub, money. Donc Énergie existait déjà normalement. Et Donc, plein c'est d'autres en fait Énergie, qu'on connaît Je pense, encore. parce que je pense pas que les DVD existaient en 81, si. Ouais, je pense pas non plus. Donc Après, Red Bull, ça vient pas des trucs de pilote, là? Red Bull, ça vient des trucs de pilote. Bah, je sais pas, il y a pas des Non. voitures- Mais non, c'était les sponsors. Mais Ah oui, Ah, c'est Red Bull, comme ça, ouais. mais c'est que Ouais, c'est un les, sponsor. c'est que les. Je pense que c'est que les boissons énergisantes. Moi, je pense que Red Bull c'est le plus récent. Hein. Bah, Gotaga, il est Ah, sponsorisé. après, non, il y a Netflix, c'est quand même. Netflix, ça doit être 2010 ou. Mais non, parce que Ah. Netflix, tu sais, c'était une société qui louait des DVD avant. Ah, mais du coup, il faut que les DVD existent. Oui, Ah. donc c'est sûr que les DVD c'est avant Netflix dans tous les cas, mais. Ok. Donc on peut mettre Mais après, Red Énergie. Bull, autant en France, c'est pas connu depuis très longtemps, mais ça se trouve aux États-Unis, Oui, c'est une c'est marque, Va savoir. c'est une marque depuis de vieux farmers du Texas qui existe depuis je sais pas combien de temps. ça se trouve. Moi, je dirais énergie quand même, le plus vieux. Après les Mais DVD. alors, en fait, je sais pas du tout où placer Red Bull. Les DVD puis Netflix, Bah, pareil, mais ouais. Red Bull, je sais pas où le mettre. Bah, on peut essayer de le mettre en plus récent et puis. Bah après moi je savais pas non plus que Netflix avant il avait une autre activité que diffuser des films en fait donc. Et si Netflix, au départ, c'est deux mecs qui ont fait de la location de DVD. C'était, Comme j'ai le appris ça sur vidéoclub. l'émission Popcorn de Domingo le mardi soir. Mais bon, Mhm. donc voilà, ça sert de Et puis regarder. accessoirement, on en a parlé aussi dans l'émission plusieurs fois. Hein. Twitch. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé l'an dernier dans l'émission. Domingo, qui d'ailleurs est en train de jouer à Escape Simulator et qu'on salue bien fort. Oui, c'est ça qu'on embrasse. Domingo qui a longtemps travaillé pour Énergie d'ailleurs. Ah, il aurait peut-être la réponse à la Domingo question. qui a 10,8K de viewers. Donc peut-être que si on va lui Embrasse. poser la question, on n'aura pas la réponse tout de suite. Vas-y, ouais. Je pense qu'on peut dire que le plus vieux, c'est Énergie. Ouais. Énergie. Enfin, DVD Netflix Red Bull. DVD Netflix, Ouais. Red Bull, ouais. Allez. Let's go, on Alors. suit Amélie. Du coup, vous avez dit Énergie, DVD, Netflix, Red Bull. Énergie, c'est apparu en 1981. Tu as la date, la libération Ouais, des ondes, exactement. C'est le plus vieux. Bon ça c'est bon. Ensuite, nous avons Red Bull en 1984. Oh, J'aurais jamais su. C'est une vieille marque de farmer du Imagine Texas. que C'est Red ça. Bull et le Canal, c'est la même année, quoi. Ouais. Eh oui. Les Ça DVD en expliquerait pourquoi Canal s'était très 1995. énervé au début. Ça se trouve. C'est ça. Peut-être qu'il y a une corrélation. Donc du coup, Énergie en 81, Red Bull en 84, les DVD en 95 et Ouais. Netflix Et en 99. 97. Ah, Netflix. 97. Ah ouais, c'est vieux quand même. Et il faisait de la oh. location. C'est pas vieux, quoi. Il faisait de la location, il t'envoyait directement chez toi les DVD et Ah ouais, peut-être même des cassettes encore, hein, je pense. trouverais trop mignon comme idée de business, genre d'envoyer des DVD chez les gens. T'imagines s'ils devaient le faire avec l'ensemble de leur catalogue maintenant? Mais genre, ils t'envoient tout le catalogue en même temps. L'enfer. Tu sais, dans les trucs avec des pochettes, tu sais, comme on avait là, des cahiers avec des petits DVD pochettes. Ah, j'en ai encore plein là. J'en ai encore plein. Je t'envoie 40 volumes, tu sais, comme ça. Dis-toi que j'ai deux gros machins comme ça remplis de DVD, de vieux DVD gravés, qui sont des machins mais vieux comme le monde. Je pense que le jour où je me mets dedans, je mets la tête dedans, je trouve des pépites, autant des gros nanars que des films super cool, et j'ai hâte de prendre le temps un jour de m'y mettre D'avoir aussi. le temps. C'est ça. Mais tu vois, hier, j'ai eu une révélation en me baladant sur Netflix trop tard le soir. Il y a plein de films de Jean-Claude Van Damme.
Mais oui, Je oui. veux tous les regarder. Savoir si c'est dans la catégorie nanar ou perle, on sait pas encore par contre. Mais, Mais c'est Jean-Claude Van Damme, c'est sa catégorie à part. C'est la catégorie Van Damme. Le film peut être nul à chier, mais il y a Van Damme dedans, donc c'est trop bien. Le film peut être bien, mais il y a Van Damme dedans, donc ça devient nanardesque. C'est Van Damme. C'est la loi de Jean-Claude Van Damme. Je vous propose une autre liste. Je vous rappelle l'objectif, c'est d'essayer de les classer du plus ancien au plus on le récent. voit, on avait le plus vieux quand même. Oui, vous avez eu le plus vieux. Mais vous n'avez pas encore eu la complète. La prochaine liste, nous avons donc du plus vieux au plus récent, lequel est la liste du coup, avec le viaduc de Millau, Gulli, la chaîne de télé, le Blu-ray, on a fait le DVD maintenant, on fait le Blu-ray, et la trottinette électrique, celle qu'on voit partout et qui nous casse bien les bonbons. Bah, la trottinette en Ouais, dernier. Quand on conduit, ouais, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y a Bah, un le truc viaduc de de genre, Millau, c'est pas la trottinette. Je suis allé plusieurs fois avec le collège, on avait un truc à Millau, c'était tellement nul que j'ai rien noté. Ah Ah, bah, bah, merci Adrien de ta participation. il nous a donné un faux espoir là. Si, parce qu'attends, il y allait avec le collège. Oui, mais ça nous expliquait toute la construction, mais Mais du coup, ça veut dire que quand Adrien est rentré au collège il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans et demi, le viaduc de Millau existait déjà. Et même, moi, je peux vous dire mieux, j'ai eu un petit livret qui expliquait la construction du viaduc de Millau et j'étais petit. Et moi, je peux Petit, même vous genre, dire j'étais au mieux, collège, moi-même. il y a un épisode de Mais- C'est pas sorcier qui parle du viaduc de Millau. Il y a un épisode de C'est pas sorcier, ouais. C'est quoi les premiers films qui sont sortis en Blu-ray en mode ouais, regardez ce film, il est en Blu-ray, c'est Bah, si. incroyable. C'est pas les Disney? ouais, si, c'est Disney. Ça t'aide pas. Ouais, mais ça La n'aide Les pas. Disney, il y en a 5 Parce par an qu'ils qui ont sortent. remasterisé, quoi. Non, Bah, ça peut pas être vieux, être trottinette Il nous- électrique. Hein. Il nous appâte. Genre, ça existe depuis plus longtemps qu'on pense. Parce que moi, Ah. j'ai un souvenir Non, mais d'avoir il est pas fait aussi un vicieux, anniversaire en fait. chez une copine en CM2 et elle avait une trottinette électrique. Et mon CM2, il remonte bien à 15 ans, tu vois. Ah oui, quand Ouais, mais même. tu parles desquelles trottinettes électriques, Andreas? Des Oui, toutes c'est dernières ça. qui sont sorties ou des premières trottinettes électriques? Je suis pas Parce en que les train de te premières, je me donner la rappelle, marque ça de la faisait des espèces trottinette de scooters, là, il y électrique. avait même une selle. Oui, C'est ça, il y ça, avait- Tout pourri. Oui. Mais c'est trop dur en vrai. Je pense que c'est tout, genre c'est 2002, 2003, 2004, Ouais. des conneries comme ça. Et et- si on dit que c'est tout la même année? Ah! C'est pas Qu'est-ce que tu vas possible. faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas possible, je te dis que c'est pas possible. C'est forcément des années différentes. Comment ça, c'est pas possible? Moi, je mettrais Gulli, trottinette électrique, Blu-ray, et le dernier, c'est quoi déjà Millau? Le viaduc de Et Millau. Millau en dernier. Moi, je sais pas si je Moi, je mettrais pas mettrais les pas ça. trottinettes électriques en plus vieux, mais en même temps, faut arrêter de suivre mes calls parce que je dis un peu n'importe quoi depuis le début. Bah, Dis quoi, toi, En en vrai- premier, Gulli? Moi, je pense que Gulli, c'est le plus vieux. Je sais Ah, pas si- moi, non, je suis pas sûre. Gulli, je le mettrais pas en plus vieux quand même. Hein. Ouais. J'ai pas lu Moi, le je pense fin quand sur même que Gulli le parce viaduc de petit, ça Millau n'existait pas. je pense que le viaduc de Millau date d'avant Gulli, par contre. Et ben justement, la trottinette électrique, je pense qu'il y avait déjà les moteurs des scooters qu'on avait, les petites motos, tout ça, donc c'est déjà électrique. Et je les ai eus, je crois que j'avais l'une des premières qui était sortie. Et après, Gulli, pour moi, c'est vraiment toute fin primaire, en fait. Alors que les trottinettes, enfin les trucs électriques, tout ça, c'était quand j'étais peut-être en CP. Et ta fin de primaire, c'est quand? Ben, fin de T'as primaire. mon âge, Amélie Ben, 2008. T'es né en 80. Ouais, 2007, 2008. Ouais. Trottinette électrique, viaduc Ouais. de Millau, Ouais. euh, Blu-ray. Gulli, Blu-ray. Ah ouais, Gulli, Blu-ray. Non, Blu-ray, c'est peut-être avant quand même. Hein. Ah, c'est dur. Quelle est votre réponse? Je ramasse les copies. Prenez le temps de vous relire. Oh là là, je déteste. Faites des tas en bout de Moi table. aussi, je Moi, m'angoisse. je un pense peu. que. C'est toujours Non, non, en vrai, Donc, si, faites ça, faites ça. je sais pas. Moi, je mettrais peut-être le Blu-ray en dernier. allez. Allez, Ouais. en première place, du coup, c'est... Première place, c'est le viaduc de Millau. Non, la Non, la trottinette. c'est la trottinette électrique, trottinette pardon. électrique. La trottinette Ok. électrique. La trottinette électrique, ensuite. Mio. Ensuite, c'est le Millau. viaduc de Millau. Ensuite, c'est Gulli. Et ensuite, c'est Blu-ray. Mais je suis sûre que c'est tout dans le même Donc, mouchoir je de prends poche. cette réponse. Effectivement, on est dans des années qui sont très proches. Le Non, plus mais- vieux, c'est en 1895. Ouais, bah non, là. Ouais, la trottinette électrique. La Ouais. trottinette Bah oui. électrique, la première trottinette 1895. électrique, Ah bah, c'est bon. 1895. Elle n'était pas Ouais, mais c'est genre commercialisée à grande Tesla, tu vois, échelle. qu'il a inventé. Putain, mais il date de super longtemps ton CP, Amélie. Moi qui passe à avoir l'une des premières, bah, alors là. Ensuite, Je en crois deuxième... qu'Amélie, elle est atteinte du syndrome de Michel Drucker et du présentateur de Slam. C'est ça, en fait, elle est très vieille. Elle ne lit pas.
Du coup, le premier, vous avez bon. En deuxième place, c'est en 2004. Donc, on fait un petit saut dans le temps. Moi, je dis que c'est Mio. C'est le Millau. viaduc de Millau. Oh, bon, là, Exactement. déjà, c'est bon. L'inauguration du viaduc de Millau, j'entends. Hein, il a été commencé à construire 2-3 ans avant. Ok. Facile, ouais. En troisième place, c'est en 2005 que c'est apparu et c'est Ouais. Gulli. Et du coup, vous avez tout bon pour cette fois. Ah, Le Blu-ray est apparu en 2006. Donc on était vraiment sur Ah, mais 3 c'était années quand qui même se- Let's chaud. go. Ah oui. Putain, on a réussi sur le plus dur, c'est trop fort. On en fait un dernier, c'est la dernière liste. Nous avons le studio Ghibli. Nous C'est avons quoi? l'eSport. Nous avons IMAX Corporation Je sais pas ce que c'est. et Moi, je Disneyland sais aucun Paris. des trucs. Hein. En gros, le studio Bah, Ghibli et quoi qui a fait le studio Ghibli qui est à l'origine de nombreux films animés de Miyazaki, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, Le Princesse Voyage de Mononoke, Chihiro. Le Voyage de Chihiro, etc. etc. Et pas Nous que, avons- hein, Et pas que. pas que Miyazaki. Non, pas que Miyazaki d'ailleurs, oui. Et nous avons l'e-sport, vous savez, le e-sport, hein, comme on dit. IMAX, Le sport, Dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ouais. voilà. Alors, FIFA. Comme D'ailleurs- PUBG, par exemple. FIFA. D'ailleurs, le K-Corp a gagné cet après-midi contre les Misfits au premier tour des LFL. Voilà, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'étais en retard, c'est parce que je regardais la Et K-Corp. tu sais quoi, je suis sûr que Kendall était devant sa télé. Bah, bien sûr, c'est à cause de lui que je suis une fan de League of Legends maintenant. Hein, donc, Et enfin, du coup, à cause donc, ou grâce à. nous avons Studio Ghibli, l'e-sport. Nous avons IMAX Corporation, donc la société qui a créé l'IMAX. Les salles IMAX. Voilà, les salles IMAX et la méthode, pour, les caméras rappel- IMAX aussi. Ah oui, d'accord, oui, ok. Pour rappel, c'est un écran incurvé hyper grand, Mais ça fait depuis 1 ou 2 ans que c'est au cinéma. un peu plus, et avec du son partout. Enfin, il y a beaucoup plus de Ouais. distribution de son. C'est C'est à un la peu fois ça. de la prise de vue Et ça fait quand même un euh, petit peu que ça existe, ça. et après Disneyland Paris, donc le parc Disneyland Euro Disney, hein, pour Hein ceux qui le connaissent sous cette C'est un nom-là. peu vieux, peut-être. Bah, Disneyland Paris, c'est le plus vieux déjà, c'est Ouais, sûr. c'est ce que je dirais aussi. Mais vous êtes sûr? Ah ben oui, Bah, je moi, c'est pense. ça. Ah non, Ghibli, attends, bah non, Ghibli, Nausicaa, Ghibli c'est quelle année, Nausicaa? Bah, Nausicaa, Oui. la BD, elle date genre de Je 75, sais un truc comme plus ça. la date. Parce que, alors, je sais pas si j'ai inventé un souvenir, mais je crois que Disneyland Paris, moi, je crois que comme il y avait les 20 ans du parc, c'était gratuit la semaine de ton anniversaire, un truc comme ça, et moi j'avais fait ça avec ma sœur parce qu'on est nés la même semaine, enfin, 6 ans d'écart, mais Oui, la je même connais semaine. aussi. Et ça, j'étais au collège. Donc, en gros, les 20 ans, c'était, on va dire, dans les années 2010. Donc, ça doit dater des années 90, Disney. Ghibli, je pense que moi, je dirais genre les années 80, le studio Ghibli. Mais La il me création? Ouais, Ah non, avant. avant. Bah, peut-être même Bah, un peu avant, hein, ouais, parce que Ghibli, rien que Miyazaki, il a fait 10 films. Et il met à peu près au moins plus de 5 ans pour faire un film. Et repenser à la petite série Heidi, par exemple, qui passait, je sais pas si vous vous souvenez, sur Mehdi les Zouzous, il y Oui, avait oui, Heidi oui. qui passait. Et ben Heidi, Miyazaki, il a écrit, enfin il a dessiné pour cette série. Et d'ailleurs, il s'est inspiré des dessins des Alpes qu'il avait fait pour Heidi, Ah ouais. pour les mettre dans le château de Cagliostro qu'il a fait quelques années après. Et Cagliostro, c'est son 2e ou 3e film. Ça veut dire qu'avant, il avait déjà fait Nausicaa. Les années 70. Moi, je crois ça veut vraiment. dire Je sais pas pourquoi Nausicaa, j'ai 75. 75 dans la tête, mais. 75-80. T'as pas la date, Amélie, dans la tête, vu que t'as. Et eu ben tous les justement, Ghibli, pour, oui, et Noël. ben quand je les ai rangés dans l'ordre chronologique, il me semble que j'ai bien vu 1975 dans le DVD. C'était Il y quoi a les deux autres? l'eSport et IMAX, mais alors moi, IMAX, je n'ai aucune idée. Hein. Je mettrais e-sport avant, Ouais. parce que FIFA, dans les FIFA, ça fait longtemps que ça y est. Oui, c'est puis vrai. même, Ouais. t'avais de l'e-sport sur Tetris, enfin, en soi. Ah, mais attends, parce que s'il y avait de l'e-sport sur Tetris, ça veut dire que ça c'est avant Ghibli. Disneyland. Oui, Disneyland. Non, ouais. c'est avant Disneyland. Est-ce qu'il y mais a le de truc, l'e-sport c'est sur que Mario? e-sport- C'est ça la question. Est-ce que e-sport, ça veut pas dire en ligne, compétition en ligne, tu vois? Auquel cas, il faut attendre Internet. Auquel cas, Ah oui. on peut Bah, il dire. me semble que tu c'est vois. bien ça, un truc en ligne, donc à mon avis, je le mettrais quand même après Walt Disney. D'accord, ok. Oui, bah oui, si Ouais. on considère pas les. En même les temps, c'est- compétitions de jeux vidéo, enfin de console, quoi, oui. Il va me falloir votre En même temps, réponse, c'est chaud je parce trouve. que tu pouvais faire une compétition de Pong sur le web de l'époque en fin 80, tu vois. et- Bah moi, Encore même, là. tu sais, je me dis, par exemple, est-ce que tu comptes les échecs en ligne ou des conneries comme ça? Enfin, ça fait super longtemps que ça existe, tu vois. Les amis, Après,
la question c'est est-ce que ça doit pas relever d'un jeu vidéo? Bah, c'est ça, Et qu'est-ce que le t'as média jeu vidéo, le média jeu vidéo, c'est un média à part entière qui se distingue d'un jeu de plateau remis en façon virtuelle peut-être. Oui, mais par exemple, tu vois, je pense à la hype Pokémon et tout. Est-ce que tu considères que tu peux pas faire des rassemblements de gens qui jouent dans la même pièce Si, en ligne, mais- tu vois? Si, mais même il y avait des tournois de Pokémon, mais est-ce qu'on appelait ça de l'e-sport? Je sais pas. Ouais, Mais c'est dans ça. tous les cas, Pokémon c'est sorti en 93, donc on est Ouais, bon. donc dans tous les cas, moi je pense quand même que l'e-sport c'est après Disney. Ouais, je dirais ça aussi, Alors. ça me paraît logique. Et IMAX, après par l'IMAX. Donc on part sur Aucune idée. Ghibli, Disneyland, Disneyland Paris, e-sport et IMAX. Très bien, IMAX. je prends cette réponse. Le plus récent, en 1992, c'est Le plus Disneyland récent c'est Paris. en 92. Le plus récent, c'est en 92 et c'est Disneyland Paris. Oh bah là. Quoi? Ouais, donc ça veut dire. Non, et donc tu vois, l'e-sport c'est que c'est des jeux de mots quoi. C'est qu'ils ont dû appeler ben, l'e-sport ouais. un truc de programme où il y avait des pixels, des couleurs. Nausicaa, C'est du la vallée délire. du Des vent. Pongs. Des gros Pongs en ligne. Mais Nausicaa, la vallée Nausicaa- du vent c'est 75 du coup. Nausicaa, la vallée du vent, c'est sorti en 84 déjà, et ça faisait pas partie du studio Ghibli, parce que le studio Ghibli a été créé après Nausicaa, la vallée du vent. Aujourd'hui, il est remis dans le studio Ghibli, mais le studio a été créé Ouais, mais après. après, si on se fait troller, on peut pas s'en sortir. Studio Ghibli, c'est 85, 1985, Du coup, ouais. en troisième place du coup. Ok. Ah, mais du coup, c'est même le deuxième plus récent, donc ça veut dire que les deux autres sont plus vieux, quoi. Mais Les attends, deux mais autres sont l'IMAX, c'est que ça a pas été popularisé avant en fait, commercialisé. C'est quoi l'IMAX, du coup? C'est qu'ils appelaient IMAX C'est que un ça autre existait que au Futuroscope L'I- en fait. L'IMAX Corporation, donc la société IMAX qui a créé donc les caméras qui filment en IMAX et les écrans qui diffusent en IMAX, a été créée en 1968. Mais ils faisaient quoi? Eh ben, il créait des caméras et des écrans. Il faisait de l'IMAX. Mais c'était, utilisé dans à titre de spectacle, d'expérience, comme dans des parcs, dans des styles Futuroscope, des Non, choses mais même, comme ça a évolué. T'as tout dit en disant caméra. Ça se trouve, Oui, IMAX, c'est- ça doit être les dernières caméras qui font du Super 35 ou des trucs comme ça. Et du coup, donc l'ordre, si je vous le donne en entier, ça fait IMAX Corporation, eSport en 1980. Mais c'était Le quoi, studio du coup, en Ghibli. 80? C'était du Ouais, Pong c'était- ou des- C'est en fait, ils ont considéré que l'e-sport est né à partir du moment où on pouvait jouer en multijoueur à un jeu. Ah d'accord. Mais Ok. Donc rien à voir Bah avec le en ligne en fait. Ouais. Non, c'est à Il a partir pas du moment où fallu tu attendre pouvais jouer Internet. Donc, en Pong, multijoueur c'est de et faire l'e-sport. une compétition avec un autre joueur. Du coup, c'est comme une compétition sportive que tu fais avec deux joueurs au minimum. Voilà. C'est là la naissance Donc du une borne e-sport. d'arcade déjà, si tu peux Oui, jouer en fait, dessus, c'est ça. c'est C'est ce que j'allais dire. En fait, les bornes d'arcade, ça peut déjà être de l'e-sport, quoi. Putain, c'est Du ouf. coup, donc je répète l'ordre, c'est IMAX en 68, eSport en 80, Studio Ghibli en 85 et Disneyland Paris en 92. Bah, du coup, on n'y était pas du tout. Bon, on en a Eh réussi ben, au moins un, c'est bien. je me coucherai moins con. Ouais, oui. clairement. Bah, là, j'ai appris plein de trucs, moi. Mais oui, savoir que Nausicaa, par contre, ne faisait pas partie du studio Ghibli, le studio a été créé un an après. Non, mais ça, par contre, on pouvait pas. Hein. Ah oui, mais c'est, voilà, après, Si c'est, tu dis vous aviez qu'il a le bon été raisonnement. réintégré ensuite, on est tous nés après 85. Après, vous avez quand même mis Nausicaa 10 ans avant qu'il soit sorti. Non, pas moi. Ça, oui, pas toi, mais... Je vous propose de passer au mot de la fin tout de suite. Sois pas insolent. Culturellement vôtre, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toi, Emma, qui nous le fait. Quel est le mot de la fin de cette semaine? Alors, je viens de l'écrire dans le chat, c'est le verbe emberlucoquer. Amberlucoquet. Rien à voir Non, il est avec trop mignon. rien à voir avec amberlificoté? Non, Alors, c'est quoi, tu dois trouver la définition du mot, tu peux me poser Ah oui, des questions. Je l'ai pas répété, tu fais bien de le dire. Le mot de la fin, c'est une rubrique où on doit essayer de deviner le sens d'un mot qu'on ne connaît visiblement pas, qui s'appelle amberlucoquet. Donc E-M-B-E-R-L-U-C-O-Q-U-E-R. Amberlucoquet. Est-ce que Est-ce c'est que bien c'est un, est-ce que c'est un synonyme de empaqueter, enfin mettre en tas, en boule, Non. compressé? Non. Est-ce que c'est Est-ce que genre c'est un signe amadoué avec, Ah, il y a eu deux Ah. infos en même temps. Non mais je passe mon tour. vas-y. Oh, non. Est-ce que c'est genre manipulé, amadoué ou un truc comme ça? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la berlue? Genre avoir la berlue, voir des choses. Non, non, ça n'a pas de rapport. Est-ce que c'est Tiens, ça a un pour- rapport avec la coke.
Non. C'est une attitude. Genre, tu peux dire à quelqu'un cesse de t'emberlucoquer. Ah, d'accord, donc c'est Ça veut une dire se attitude. vanter, C'est pas se vanter. se pavaner. Non, Se- c'est pas. être- genre, être- se renfermer sur soi-même. Ah, peut-être, ouais. Non. Être mais entêté. On a l'idée de. Non, Être c'est pas se têtu. renfermer sur soi-même. Je vais pas trop vous donner l'indice. T'es-tu Plonger dans le entêté? mutisme. Non. Être têtu? C'est- Putain, je suis têtu, moi ça fait 5 fois que je dis ça et tu me réponds pas. Bah, Ouais, c'est mais ça, t'es bien c'est têtu aussi. exactement. Harry. En plus, c'était la bonne réponse. J'avais pas entendu, c'est ça, c'est le fait de t'entêter dans une idée en fait. Ça fait 5 C'est quand tu restes dans ton idée. Ça fait 5 fois que je dis c'est être têtu, être entêté, être têtu, être entêté, tu ne me réponds pas, Désolée, j'ai pas du tout entendu. mais c'était la bonne réponse. En même temps, c'est tellement parfait que ce soit toi qui trouves, Andreas. C'est ça. Moi têtu, Donc non, voilà. je vois pas, non. Donc Non. voilà, j'ai décidé que je dirais à mes élèves arrêtez un peu de vous emberlucoquer. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à tous d'être venus sur Culturellement Vôtre. Vous pouvez nous réécouter et nous revoir sur YouTube, sur la page YouTube de Colibri, qui s'appelle Colibri Officiel, dont les liens sont dans la description, sont dans nos réseaux sociaux, que je vous conseille de suivre aussi, les réseaux sociaux de Colibri avec un K, je le répète, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent nous écouter sur les plateformes de streaming, les plateformes de podcast, pardon. On a Deezer, Spotify, Apple Podcast, on est un petit peu partout où il peut y avoir du podcast. Donc n'hésitez pas... Ah, on a un extraterrestre qui arrive. Un micro qui fait un petit peu de bruit. Je crois que c'est ton micro, Emma, qui fait un petit peu de bruit. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre, à partager aussi l'émission si ça vous a plu. Ça nous permet de toujours avoir un peu plus de monde et de partager, de s'amuser ensemble. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission invitée. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui était avec moi aujourd'hui, avec Adrien, avec Amélie, avec Maxime, avec Emma. Merci à vous tous pour cette émission. Ce fut une très très bonne émission. Oui, c'était trop cool. De même. Merci aussi, c'était trop cool. Ouais. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une émission avec invité. Et en attendant, n'hésitez pas à consommer de la culture. Allez, ciao! Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre. Tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrr.